Bienvenue à tous sur TV5 Monde. Ce vendredi 11 février est un jour historique pour les Égyptiens et pas seulement. Hosni Moubarak est parti, il a quitté le pouvoir après 30 ans de règne. La rue a gagné. TV5 Monde bouscule ses programmes et vous fait vivre en direct cet événement. Nous serons en direct du Caire où c'est la liesse bien sûr, en direct de Washington, de Ramallah ou encore d'Alger. À suivre aussi l'analyse de nos invités. Merci à vous de participer à cette édition spéciale. Et avant de vous emmener place Tahrir avec la population, revenons sur le moment où tout a basculé. Il était un peu plus de 17h, heure de Paris. Le vice-président égyptien apparaît à la télévision. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, mes chers compatriotes, dans les circonstances exceptionnelles que traverse le pays, le président Mohamed Hosni Moubarak a décidé d'abandonner ses fonctions et de confier les affaires du pays au Conseil suprême des forces armées. Et depuis cette annonce, c'est la liesse en Égypte et bien sûr place Tahrir, fief de cette révolution. Voyez le reportage de nos confrères de France 2. À la tombée de la nuit, il y a eu les premiers cris de joie, les drapeaux qui s'agitent. La nouvelle se répand, elle va enflammer le Caire. Vous êtes sûr? C'est pas une rumeur? Non, non, ils l'ont dit à la télévision. Et la foule explose, crie Dieu est grand, comme si la démission du président Moubarak était un miracle. Tout le monde accourt et hurle, ça y est, le peuple a fait tomber le régime. Ce peuple était en prison depuis 30 ans. C'est la première fois qu'il sent le parfum de la liberté. L'Égypte est libre, elle le restera. On va garder la tête haute. Ils sont de tous âges, de tous milieux sociaux. C'est leur révolution et elle vient d'aboutir. C'est le plus beau jour de notre vie. Il est parti, c'est notre fête. Et d'autres arrivent encore, de toutes les rues adjacentes à la place Tahrir. En voiture, à pied, ils franchissent les barrages. Très vite, les chars de l'armée sont submergés par la foule. Un peu plus loin, des militaires participaient aussi à la fête. L'hymne national égyptien est repris en chœur. Mais pour beaucoup, ce qui vient d'arriver au pays est une leçon pour le monde entier. Dirigeants du monde arabe, dirigeants du monde entier, faites attention, les peuples se réveillent et ce sont eux qui vous placent là où vous êtes. Tout avait commencé le 25 janvier dernier, le jour de la fête de la police du régime Moubarak. Beaucoup ce soir aimeraient que cela devienne le jour de la révolution égyptienne. Et la nuit sera longue, place Tahrir. Vous allez voir les images qui nous parviennent donc de cette place où on fête vraiment le départ d'Hosni Moubarak. Et on retrouve tout de suite en ligne Rémi Vincent. Vous êtes au Caire, vous êtes notre envoyé spécial et vous venez tout juste d'arriver. Et vous nous le confirmez, c'est la folie au Caire ce soir. Rémi, est-ce que vous m'entendez? Je crois qu'on a... On retrouvera peut-être tout à l'heure donc Rémi Vincent, notre envoyé spécial au Caire. Mais je vous présente maintenant nos invités pour cette édition spéciale, donc avec Souher Belassem. Vous êtes la présidente de la FIDH. Vous êtes tunisienne, donc vous avez un regard assez intéressant sur ce qui se passe. Expérimenté, voilà, on va dire ça comme ça. Hasni Abidi, vous êtes au Centre d'études de recherche sur le monde arabe et la Méditerranée à Genève. Merci d'être avec nous. Et Slimane Zeguidour qui nous accompagne depuis le début, depuis donc le départ d'Hosni Moubarak et même depuis 18 jours, depuis que cette contestation gronde et en Égypte. Alors, une première réaction. Première réaction d'abord de Rémi Vincent que nous avons retrouvé en ligne. Alors Rémi, vous venez tout juste d'arriver au Caire et vous nous confirmez, là-bas c'est la folie. Oui, je suis actuellement sur le pont du 6 octobre, là même où la semaine passée il y avait des affrontements et là ce soir c'est la liesse, c'est une ambiance de grand soir. Tout le monde converge vers la place Tahrir qui ce soir pourrait porter le nom de place de la Révolution. Tout le monde crie sa joie d'avoir fait tomber le régime, d'avoir fait tomber Hosni Moubarak.
et c'est une ambiance familiale également. Tout le monde sort en famille. Je viens de voir passer une moto avec 5 personnes, dont 3 enfants, les uns collés contre les autres sur la selle. C'est une ambiance absolument indescriptible, la joie, les cris. Et évidemment, tout le monde souhaite passer cette nuit et ne jamais se coucher. Personne ne pense au lendemain de l'Égypte. Personne ne pense au Conseil supérieur des forces armées qui va prendre en main. Tout le monde veut simplement fêter la chute du régime. Alors Rémi, vous étiez la semaine dernière justement au Caire, enfin la semaine il y a quelques jours encore au Caire pour TV5 Monde. Comment vous analysez ce coup de théâtre, car on peut parler de coup de théâtre aujourd'hui? Difficile de l'analyser car depuis effectivement ces 10 jours que nous sommes au Caire, tout change de minute en minute. C'est une révolution un peu volatile, on pourrait dire, puisque effectivement ça n'a pas arrêté de souffler le chaud et le froid. Il y a eu d'abord ces premiers jours où c'était une ambiance festive, des manifestations pacifiques pendant près de 6 jours, et puis il y a eu ces affrontements pendant 2 jours qui ont fait tout capoter. Et encore hier, il y a eu une déception. Tout le monde attendait la démission d'Hosni Moubarak. Et en fait, il ne faisait que s'écarter et transmettre les pouvoirs au vice-président Omar Suleiman, et lui-même restait en poste. Et pourquoi, quelles sont les raisons aujourd'hui qu'il y a à peine 3 heures, il a décidé de se retirer et de quitter le Caire? Là, tout le monde se pose encore la question, mais personne ne veut encore y répondre, simplement vivre cet instant historique. Merci Rémi Vincent, donc en direct du Caire. Alors je vais vous demander vous aussi votre réaction à ce départ précipité en l'espace de 24 heures. Le Raïs a changé d'avis, il n'avait pas trop le choix, on l'a bien compris. Votre réaction, Souer Belhassen? Écoutez, c'est d'abord une réaction de formidable joie pour le peuple égyptien, qui a quand même pendant des semaines subi c'est sanglant ce que le peuple égyptien, il y a des centaines de morts, il y a des blessés par milliers, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'au bout de 30 ans, comme vous venez de le dire, c'est fini. C'est une oppression qui est remise en question. Alors ce qui est surprenant aujourd'hui, c'est que comment Moubarak a fini par céder. Je pense, on verra entre nous, qu'il y a eu quand même à la fois des négociations, tout le monde essayait de gagner du temps en fait, aussi bien les forces qui étaient en place, sauf les 3 forces que nous avons vues, c'est-à-dire un peuple spontané, merveilleusement spontané, mais sans cadre, tout à fait qui est descendu dans la rue, une armée loyale. Oui, on ne savait pas trop. Elle a quand même refusé de tirer dans le tas, ce qui était important. C'est une armée loyaliste par fonction, mais qui elle aussi apparemment gagnait du temps. Le Raïs aussi, Moubarak, gagnait également du temps, et les Américains. Parce qu'il y a quand même là une dimension où, évidemment, si on se pose la question, c'est la réponse, on peut peut-être la trouver là. Et enfin, la troisième force que constituent les frères musulmans. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Quelles négociations et quel était le rapport de force entre toutes ces forces-là? C'est ça qu'il faut peut-être, c'est dans cette alchimie que Moubarak a été poussé et contraint. Alors on dit qu'il est parti donc à Sharm el-Sheikh. On a vu un hélicoptère, un militaire partir du Palais Royal. On ne sait pas s'il était dans cet hélicoptère avec sa famille, mais il serait à Sharm el-Sheikh. Alors Hasni Abidi, on a vu que les experts sont un peu tous trompés, c'est-à-dire que personne n'avait prévu cette révolte en Tunisie d'abord, maintenant en Égypte. Quelle est votre analyse justement de ce qui se passe en Égypte aujourd'hui? D'abord, c'est une deuxième indépendance pour les Égyptiens. L'important dans un processus pareil, c'est le résultat. Le résultat, c'est que l'homme est tombé, c'est qu'il symbolise un pouvoir donc de 30 ans sans partage. Je pense qu'il y avait en effet des négociations. Le départ est un départ contraint
Entre hier et aujourd'hui, beaucoup de choses sont passées. Je pense que le président voulait vraiment s'accrocher au pouvoir jusqu'au bout. Et selon nos informations, en tout cas, moi avec mes collègues égyptiens, que l'armée égyptienne a demandé au président égyptien de partir, sinon il va être traduit devant la justice pour haute trahison. Et c'est l'argument qui a pesé, qui a plaidé justement pour un départ précipité. Et d'ailleurs, ce qui explique aussi ce revirement, c'est bien sûr le discours du président hier, mais aussi le communiqué numéro 2 de l'armée et le communiqué numéro 1 qui disait que toutes les aspirations du peuple égyptien seront bien sûr satisfaites par l'institution militaire. Alors vous avez des informations comme quoi vraiment il aurait eu cette pression, une pression de comparaître devant la justice. Parce que justement on peut se demander après ce qui va se passer pour Hosni Moubarak qui serait toujours en Égypte. Il n'y a pas un départ pour l'instant spectaculaire comme celui de Ben Ali. Non, mais c'est ce qui est prévu. En tous les cas, nos ligues membres, aussi bien l'OHR que le Centre des droits de l'homme, disent qu'ils partiraient soit à Dubaï, soit en Arabie Saoudite. D'accord. Donc il y a un départ, il y a un départ assez qui serait programmé, mais vous savez, entre les rumeurs et les informations dans ces moments, il faudra voir dans les jours qui viennent. Alors, Slimane Zeividour, juste un mot de ce départ effectivement précipité. On a l'impression que tout était fait pour qu'il puisse partir l'honneur sauf. Ce qui est important en Égypte, ce n'est pas le cas. Non, parce que nous pensions que Moubarak s'accrochait pour partir dans l'ordre et dans l'honneur parce qu'il incarne une institution à laquelle il allait confier le pouvoir, une institution très soucieuse de son prestige patriotique. Or, il part dans le désordre et, pour ne pas dire aussi, dans le déshonneur. Or, qu'est-ce qui s'est passé entre le discours d'hier où il montrait qu'il allait continuer à veiller sur la bonne marche de la transition jusqu'en septembre et 21 heures après, c'est-à-dire le discours de 20 secondes de Omar Suleiman qui dit qu'il va partir. Il va partir. Alors juste peut-être entendre ce bruit, c'est vraiment une image forte. Place Tahrir où c'est toujours la joie, la liesse. Il y a un moment vraiment historique. Parfois l'adjectif est galvaudé, mais là on peut dire qu'il est bien utilisé. C'est un élément qui a contribué justement dans ce départ précipité ou probablement qui a poussé l'institution militaire à trancher. C'est-à-dire que l'armée ne pouvait pas rester comme ça, observer un peu cette neutralité positive ou bienveillante. C'est-à-dire que ça fait 15 jours que la rue réclame ou dit dégage, il va partir. Mais je pense qu'il a suffi à l'armée pour qu'elle dise dégage et en effet, il a entendu l'appel de l'armée. Et on reviendra sur le rôle de l'armée. Et maintenant, une réaction que tout le monde attend, que tout le monde attendait, celle de Barack Obama. Il vient de s'exprimer. Donc, le président américain vient de s'exprimer sur donc cette transition démocratique. Et pour tout savoir de ces propos de Barack Obama, on retrouve en direct de Washington notre correspondant Philippe Gassot. Alors, que faut-il retenir de cette déclaration de Barack Obama ? On peut déjà noter un non-dit, c'est-à-dire que pas une fois il n'a prononcé le nom d'Hosni Moubarak, il ne l'a pas fustigé, il l'a tout simplement ignoré. Alors il fallait s'y attendre, il a rendu hommage aux manifestants. Selon lui, l'Égypte a parlé, l'Égypte a exprimé sa volonté et ce que voulait Washington particulièrement, c'est que tout cela... Vous avez un petit souci avec le faisceau, c'est les joies du direct. Donc voilà, nous retrouverons dans quelques instants, dans quelques minutes, Philippe Gassot. On sait que pour Barack Obama, l'armée égyptienne doit assurer une transition démocratique crédible, je cite le président américain. Et avant de faire réagir nos invités justement sur le rôle de l'armée qui sera décisif, on revient donc sur cette folle journée de ce vendredi. À la mi-journée, il y avait plus d'1 million de manifestants dans toute l'Égypte et dans toutes les rues du Caire. Une atmosphère de liberté flottait. Caroline Sins et Salah Grabi ont vécu cette folle journée. Une gigantesque liesse sur la place Tahrir au centre du Caire. Les dizaines de milliers de manifestants viennent d'apprendre la démission de Moubarak. Cela faisait 18 jours qu'ils attendaient cette nouvelle, annoncée à la télévision égyptienne par le vice-président Omar Suleiman. Au nom de Dieu, le charitable, le compatissant, mes chers concitoyens, dans les circonstances exceptionnelles que connaît le pays, le président Hosni Moubarak a décidé de démissionner et de remettre la gestion des affaires du pays au Conseil suprême
des forces armées. L'ancien président Moubarak a quitté la capitale égyptienne avec sa famille pour la ville de Sharm el-Sheikh, dans le Sinaï, peut-être dans cet hélicoptère qui décolle du palais présidentiel, alors que plusieurs milliers de manifestants entourent le bâtiment. Un départ sous la pression populaire. Plus d'1 million d'Égyptiens sont descendus dans les rues du Caire, place Tahrir, mais aussi devant le siège de la télévision nationale et dans plusieurs autres grandes villes du pays. Désormais, le pouvoir est entre les mains de l'armée. Les militaires ont promis des élections libres et transparentes et la levée de l'état d'urgence qui dure depuis près de 30 ans. Mais il n'est pas sûr que cela suffise à répondre aux attentes des centaines de milliers d'Égyptiens qui continuent à manifester leur joie, place Tahrir, au Caire. Voilà, donc le rôle de l'armée, on y revient avec vous, Slimane Zeguidour, puisque est-ce qu'on peut parler d'un coup d'État soft, enfin en douceur, puisque là, aujourd'hui, c'est l'armée qui a le pouvoir? Je pense que c'est peut-être un peu prématuré, parce qu'on s'aperçoit, à la faveur de cette crise, que l'armée égyptienne, que les arcanes de l'armée, de la haute hiérarchie, sont beaucoup plus sophistiqués et beaucoup plus complexes qu'on ne le pense. Car, après tout, si on regarde bien, Moubarak est parti. Mais l'armée, ce soir, juste avant de descendre à l'antenne, je regardais la télévision égyptienne, l'armée fait l'éloge du héros Moubarak, héros de la traversée, allusion à la traversée du canal de Suez en 1973. Donc il y a néanmoins, c'est le soldat Moubarak est honoré par l'armée. Il n'est pas congédié comme un malpropre et on tourne la page Moubarak. Ce qui veut dire que l'institution, à un moment donné, ne pouvait plus supporter le dilemme entre son désir de répondre favorablement aux attentes du peuple égyptien qui demandait, entre autres, la tête du président et sa loyauté envers le président. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle tranche, finalement, pour qu'elle contraigne le président à partir? Ça, je pense que c'est un peu prématuré quelques heures après de le dire. Mais en revanche, il reste cette armée qui va assurer la transition. Déjà, elle a annoncé qu'elle ne lèverait l'état d'urgence que si la situation le permet. Ça veut dire que ce ne sera ni demain, ni la semaine prochaine, ni après-demain. Mais l'armée multiplie les propos rassurants. Elle assure qu'elle ne sera pas une alternative à la légitimité voulue par le peuple. Elle est vraiment en train d'insister sur le fait qu'elle ne va pas se substituer au peuple. Est-ce qu'on peut lui faire confiance, Souheir Belassem ? Moi, je pense qu'on peut lui faire confiance dans la mesure où elle remplit ses fonctions d'une armée loyaliste. Mais n'oublions pas que l'armée est à la tête aussi d'affaires. Certains membres de l'armée sont des chefs d'entreprise, ont des intérêts. Donc, ils ont des intérêts qu'ils protégeront certainement s'ils en ont l'occasion. Et c'est ça, le problème qui va se poser peut-être demain, c'est comment partager le pouvoir. L'armée, ça a été toujours, c'est elle qui dirigeait le pays, c'est toujours Hosni Moubarak étant le héros, membre de toute façon, ça ne change. À ce niveau-là, ça n'a pas profondément changé. C'est vraiment la grande question, c'est de dire est-ce que l'armée va partager le pouvoir. Moi, je ne pense pas avec ce qui s'est passé, là, on sent que tout bouge. Est-ce que justement, Hasni Abidi, est-ce que vous pensez que là, on peut plus, il n'y a plus de retour en arrière possible, non? C'est une situation inédite parce que il ne faut pas oublier que depuis 1952, c'est l'armée égyptienne qui est le véritable et unique réservoir de tous les présidents de l'Égypte. Aujourd'hui, on voit en tout cas des aspirations populaires pour des élections libres. Donc l'armée va essayer de tout faire, probablement pas pour avoir un président militaire ou issu de l'armée, mais en tout cas une armée qui ne sera pas, ou donc ses intérêts ne seraient pas contradictoires avec le prochain chef d'État. Donc c'est un niveau important de contrôler la transition et cette phase qui est très importante pour l'avenir de l'Égypte. Voilà, transition, un mot qu'on va reprendre tout au long de cette édition spéciale. Et c'est un mot, évidemment, qu'a repris Barack Obama. Le président américain vient de s'exprimer sur ce départ d'Hosni Moubarak. On l'écoute. Donc, avant de l'écouter, nous allons donc à Washington, puisque Philippe Gassot, vous avez écouté, bien sûr, cette déclaration de Barack Obama. Que faut-il en retenir, Philippe ? Eh bien, c'était tout à fait attendu. Vous savez, il n'a pas révolutionné le message politique. Il a simplement rendu hommage
à la population égyptienne. On a toujours dit ici à la Maison-Blanche et à Washington que ce qui se passait en Égypte, ce n'était pas l'affaire des Américains, mais l'affaire des Égyptiens. Donc le président a rendu hommage à cette foule qui se déverse dans les rues d'Alexandrie ou du Caire. Il a rendu hommage au côté pacifique de cette transition, car pour Washington, c'était très important. On redoutait jusqu'au dernier moment le bain de sang. Et vous parliez assez longuement de l'armée. Bien évidemment, à plusieurs reprises, le président américain a salué cette armée qui a eu les nerfs de tenir la foule à distance, de ne pas tourner ses armes contre elle. Le président est même allé jusqu'à dire que l'Égypte avait donné une leçon de démocratie aux États-Unis ou quelque chose d'approchant. Donc on voit que le président, bien évidemment, va du côté du peuple, je parle du président américain, et pas une seule fois il a fustigé Hosni Moubarak. Le propos n'était pas à cela. On ne, dévalue pas un ami de 30 ans, ce serait contre-productif pour les États-Unis. On s'en est donc tenu au récit de ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est vrai qu'hier, il y a eu un petit contretemps. On a cru que Hosni Moubarak allait partir quelques heures en avance. Eh bien bon, ça s'est fait moins de 24 heures après. Toujours est-il que ce sont les Américains qui ont encadré un petit peu ce départ peut-être pas en souplesse, mais un départ qui s'est fait sans heurts. Donc ici, à la Maison-Blanche, ce qui interpelle le gouvernement et les politiques maintenant, c'est l'après-Moubarak. Voilà, l'après Moubarak, là, on va en reparler tout au long de cette soirée spéciale. Mais juste, Philippe Gassot, on a senti quand même que les États-Unis étaient un peu mal à l'aise, puisque c'est l'allié de toujours, l'Égypte. Oui, justement, vous ne pouvez pas, même si votre conscience va à l'encontre de ce qui se passe en Égypte, vous ne pouvez pas abandonner quelqu'un que vous avez utilisé pendant 30 années. Vous ne pouvez pas donner un très mauvais signal aux amis, parfois entre guillemets, des États-Unis, qui ne sont pas toujours des exemples de démocratie. Vous ne pouvez pas leur dire, eh bien, dès qu'il y a une petite bavure, dès qu'il y a une manifestation, l'Amérique, soyez-en certains, va lâcher son ami de 30 ans. On ne l'a pas fait. Et encore une fois, Barack Obama, dans son discours, aurait très bien pu fustiger les agissements d'Hosni Moubarak. Il s'est bien gardé de le faire. Encore une fois, pour les Américains, ce qui se passe au Caire, c'est l'affaire des Égyptiens, mais bien évidemment, en sous-main, tout ce qui s'est passé aujourd'hui, que ce soit le pouvoir donné à l'armée, que ce soit le départ du Raïs, tout ça, sachez-le, était peut-être pas orchestré par les Américains, mais placé sous leur observation extrêmement pointue. Merci Philippe Gassot. Et comme promis, donc on va écouter Barack Obama, le président américain, qui vient donc de s'exprimer sur l'Égypte et le départ d'Hosni Moubarak. On l'écoute. Il y a de rares moments dans nos vies au cours desquels on peut voir l'histoire se dérouler sous nos yeux, et c'est un de ces moments. Le peuple d'Égypte a parlé, sa voix a été entendue, et l'Égypte ne sera jamais la même. En démissionnant, le président Moubarak a répondu à la faim de changement du peuple. En démissionnant, le président Moubarak a répondu à l'appétit de changement du peuple. Ce n'est pas la fin de la transition en Égypte, c'est le début. Je suis sûr qu'il y aura des jours difficiles à venir et beaucoup de questions resteront sans réponse, mais je suis confiant. Le peuple d'Égypte pourra trouver les réponses et les trouver de manière pacifique et constructive et dans l'esprit d'unité qui a caractérisé ces dernières semaines. Les Égyptiens ont été clairs, rien de moins que la vraie démocratie gagnera la partie. Voilà donc pour cette déclaration de Barack Obama. On repart tout de suite au Caire. Christelle Bernot est avec nous. Vous êtes l'envoyée spéciale de la RTBF, nos partenaires belges. Alors déjà, vous, comment avez-vous vécu cette folle journée et surtout, quelle est l'ambiance sur place ? Écoutez, c'est incroyable ici ce qui se passe dans les rues du Caire. C'est un moment incroyable dans l'histoire de l'Égypte et inoubliable pour les Égyptiens. Vous pouvez l'entendre derrière moi, on assiste à de véritables scènes de liesse, les gens crient de joie, les gens dansent, les gens chantent.
J'ai vu une scène assez incroyable, 2 militaires sur un char qui ont pris un bébé dans leurs bras et un deuxième militaire qui agitait le drapeau égyptien. On assiste qu'à des scènes comme ça de fraternité entre les militaires, entre les Égyptiens. Il y a des drapeaux égyptiens qui s'agitent partout dans les rues du Caire. La fête semble bien entamée et va continuer. Il est sur toute la nuit. Alors, j'ai demandé à certains Égyptiens dans la rue, n'avez-vous pas peur de la transition? N'avez-vous pas peur d'une certaine instabilité? Et certains me disent non, car de toute façon, demain ne peut pas être pire qu'hier. Nous aspirons à une démocratie et le futur ne peut être que mieux pour nous. D'autres, par contre, s'inquiètent un peu de cette transition, peut-être une future instabilité qui va s'installer dans le pays. Ils s'inquiètent aussi des manifestants pro-Moubarak. Ils se demandent où ils sont. Est-ce que va-t-on assister à quelques scènes d'affrontement entre les pros et les anti-Moubarak? Rien n'est sûr. En tout cas, pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que la fête continue dans les rues du Caire et les Égyptiens ne cessent de clamer le mot liberté. Ils se sentent enfin libres après 30 années. Et ils sont prêts à fêter cette liberté toute la nuit. Merci beaucoup, Christelle, d'avoir été en direct depuis le Caire. Alors, d'autres réactions, celles d'opposants. Mohamed El Baradei qui dit la vie recommence pour nous. C'est un jour historique, il le répète. Amer Moussa, qui est le chef de la Ligue arabe, lui appelle à un consensus national. Est-ce que vous pensez que c'est possible, Slimane Zeguidour, un consensus national ? En tout cas, c'est souhaitable et c'est la seule solution pour assurer une bonne transition. En ce sens que plus dans une tradition, plus toutes les parties prenantes se sentent engagées et sollicitées, plus la transition a des chances de se faire sans trop d'aggro. Néanmoins, justement, cette transition, comme l'a dit Barack Obama, elle commence maintenant. Et reste à savoir comment, à partir de demain, lorsque l'ivresse et les lampions de la fête, et c'est une fête libératrice, et on comprend que chaque Égyptien veuille en déguster la moindre seconde, mais il fera jour demain, c'est un jour ouvrable, et il faudra commencer à travailler. Et pour amorcer le débat, moi je pense qu'il y a deux grands problèmes pour cette... je ne veux pas être pessimiste, n'est-ce pas? Deux problèmes pour cette transition, c'est que le pouvoir, c'est-à-dire l'armée, manque de personnages charismatiques, manque de leader, quelqu'un qui a du coffre pour incarner le moment que traverse l'Égypte, capable de focaliser sur sa personne les attentes de la population. Côté opposition, il n'y a non plus personne. Je veux dire, les gens qui manifestent courageusement, héroïquement, patiemment, pacifiquement depuis 18 jours, n'ont pas encore réussi à mettre en place un noyau de porte-parole habilité à parler en leur nom et à traduire en actes, parce que maintenant il faudra rentrer dans le vif de la négociation pour la transition, il faut tailler dans la chair maintenant. Il n'y a pas encore de porte-parole qui fasse consensus et qui traduise concrètement en idées précises ce que ce peuple, cette société demande et exige. Alors justement, le départ d'Hosni Moubarak, on le voit, est fêté. Il y a des centaines de milliers de personnes, voire même plus, qui sont en train de célébrer ce départ. On se rappelle de ces images avec ses chaussures, vraiment l'humiliation suprême pour lui dire de partir. Comment vous expliquez une telle haine? Justement, vous, alors qui connaissez le cas de Ben Ali, où il y avait vraiment une haine par rapport à un clan, une mafia, là c'était différent, c'était du népotisme? C'était du népotisme, c'était un ras-le-bol. Un ras-le-bol par la corruption, par un parti tout-puissant, un parti État, un musellement de tout, de la presse, un musellement des associations. Nous, on connaît bien les membres des associations qui, parce que elles étaient financées par l'étranger, étaient mis en prison et y ont passé des années. Les avocats également. Il y a eu des mouvements assez extraordinaires. Le mouvement Café, le mouvement du 6 avril. Donc, il y a eu des résistances à Moubarak qui quand même n'était pas un tendre, loin de là. Et donc, cette résistance a fini. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle va vouloir avoir sa part, et c'est normal. Ce mouvement populaire
ils y ont participé, toutes ces oppositions y ont participé. Mais peut-être que leurs attentes ne sont pas les mêmes. Oui, mais les attentes ne sont pas les mêmes. Et dans un moment de grand bonheur, de grande joie d'avoir repris en main son destin, la vérité demain, moi je crois que aussi bien dans le cas de la Tunisie que dans le cas de l'Égypte, il y a précisément la caractéristique de ces révolutions, c'est que ce sont des mouvements populaires sans cadre et sans chef. Oui, c'est ça la caractéristique de ces mouvements. Alors, qu'est-ce qui va naître de ces mouvements? C'est réellement la grande question pour demain. Alors, Hasni Abidi, on avait sous-estimé quand même la colère de cette population, de tous ces Égyptiens contre le régime en place, contre Hosni Moubarak. D'abord, si vous permettez, j'aimerais bien dire un mot sur la déclaration de Ouattara, que je la trouve pathétique. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul. Toutes les démocraties occidentales, qui non seulement n'ont pas vu venir ce qui se passe, ce qui se trame, on dirait qu'ils découvrent les souffrances du monde arabe. Et les Obama, comme d'ailleurs les chefs d'État européens, parlent des situations en Égypte et en Tunisie comme des commentateurs sportifs, en fait. Ils évoluent. C'est des commentaires évolutifs. Chaque fois que je change de situation, ils changent de position. Il n'y a pas d'anticipation. Il n'y a pas une stratégie d'un homme d'État. C'est vraiment navrant. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, à mon avis, que je trouve, le monde arabe et l'Égypte n'a pas besoin d'hommes charismatiques. On a marre des hommes charismatiques. On ne veut plus avoir ni de Nasser, ni des Boumediennes, ni des hommes qui incarnent le charisme. Nous avons besoin des institutions. C'est pourquoi cette transition, il faut rappeler vos téléspectateurs, aujourd'hui, l'Égypte, elle est entrée dans une phase qui est hors constitution. La constitution, aujourd'hui, elle est suspendue. On peut parler d'une phase d'un coup d'État militaire, c'est-à-dire prise du pouvoir par les militaires. Et donc, qu'est-ce qui peut se passer après, justement? Donc, c'est très important. C'est-à-dire, l'armée ne peut pas gérer seule. Elle va certainement faire appel soit à un comité composé par des militaires et des civils et le représentant de la haute cour, soit nommer un gouvernement de technocrates qui va organiser les élections présidentielles et pas législatives, parce que justement, ce consensus est absent. Et parce que les partis politiques égyptiens ne sont pas encore prêts, hormis les frères musulmans. Donc c'est une phase très délicate, incertaine, et le retour à l'autoritarisme est fréquent dans ces phases de transition, puisque l'armée, elle est seule aujourd'hui. Il va falloir suivre ça de très près, et on reviendra peut-être d'ailleurs sur le rôle des États-Unis, qui sont quand même très liés avec l'armée égyptienne. Alors, si vous nous rejoignez sur TV5 Monde, nous sommes en édition spéciale en ce jour historique. Hosni Moubarak a été poussé vers la sortie par la pression populaire. Les Égyptiens qui célèbrent ce soir, place Tahrir, mais aussi certainement dans tout le pays, le départ du Raïs après 30 ans de règne. Alors, c'est la victoire, une bataille peut-être, la guerre peut-être, une victoire qui a été remportée ce soir par ces manifestants anti-Moubarak. Il a fallu 18 jours de contestation. C'est peu pour un tel soulèvement. Et donc on va revenir sur ces 18 jours de contestation avec Régis Nussbaum. La place Tahrir, miroir de la Révolution. Persuadés d'écrire une nouvelle page de leur histoire, les Égyptiens qui l'occupent sans discontinuer depuis plus de 2 semaines n'ont jamais douté de leur victoire. Hosni Moubarak a pourtant tout tenté pour briser la contestation. Le vendredi 28 janvier, jour de la colère, il lance sa police anti-émeute à l'assaut des manifestants. Une répression d'une violence extrême qui fera 68 morts dans le pays, mais ne fera pas fléchir les Égyptiens. On a le droit de manifester pacifiquement. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien. On dit à Moubarak, c'est fini. C'est fini. Après la méthode forte, la méthode douce. Le président Moubarak nomme pour la première fois un vice-président, le patron des services secrets, et change son gouvernement. Rien n'y fait, la rue maintient la pression. La place Tahrir ne désemplit pas. Le régime lance alors ses nervis. Ses partisans tentent de déloger les manifestants par la force à coups de pierre et de cocktails Molotov, à dos de cheval ou de chameau. On veut que le gouvernement dégage, et plus que tout que Moubarak dégage. Et quand ils seront partis, on va récupérer tous les droits dont on nous a privés. Les contestataires bloquent alors les accès de la place pour se protéger des éventuels assaillants. Ils l'occupent désormais jour et nuit. Le régime a perdu la bataille. Dernière tentative de Moubarak, le pourrissement. Depuis une semaine, il promet des réformes et des augmentations de salaire, mais la rue reste sourde aux promesses du Raïs et scande toujours ce slogan prémonitoire « Va-t'en, nous on reste ».
et il est parti, Hosni Moubarak. Alors, Souer Belassem, vous allez être heureuse puisque nous partons en Tunisie où on a suivi de très près ce qui se passait en Égypte et je crois que ça a été salué par des klaxons, par une joie, par une liesse. Et donc, David Thompson, notre correspondant, est en direct de Tunis. Vous nous confirmez que Tunis, ce soir, est heureuse pour les Égyptiens ? Ah oui, je vous le confirme, très grosse ambiance sur l'avenue Bourguiba dès l'annonce de la chute du raïs égyptien, concert de klaxons ici. Des centaines de Tunisiens ont immédiatement convergé vers l'avenue Bourguiba, cette même avenue d'où tout est parti en Tunisie. Ce soir, on a chanté, on danse encore, on rit en Tunisie, on crie aussi des slogans souvent drôles comme Moubarak dégage, Ben Ali t'attend en Arabie Saoudite. Explosion de joie donc, fierté aussi, tous le disent, ils sont ravis de voir que leur révolution s'exporte véritablement, qu'elle fasse contagion alors que certains finissaient par en douter. Nous sommes fiers d'avoir réveillé le monde arabe, c'est ce que disaient en somme la plupart des gens ce soir. Ces concerts de klaxons, cette foule se sont également dirigés vers l'ambassade d'Égypte à Tunis, là où déjà des centaines de personnes manifestaient depuis ce matin. Moubarak, ça y est, c'est fait, maintenant à qui le tour, disent les gens ici. C'est la question qui est un petit peu sur toutes les lèvres, une question et cet autre slogan, souvent 1, 2, 3, viva l'Algérie, souvent suivi de Bouteflika dégage, car ici tous les regards se tournent vers cette Algérie et bien sûr la manifestation contre le pouvoir qui est prévu demain à Alger. Effectivement, et nous serons en direct dans quelques minutes d'Alger justement pour avoir le point de vue, pour voir comment tout cela est vécu là-bas. Alors merci beaucoup David Thompson d'avoir été en direct depuis Tunis. Une réaction, messieurs ou madame, donc justement à cette joie, à cette laisse qu'on comprend vraiment la Tunisie aujourd'hui sans qu'elle a donné le top départ. Moi, je pense que c'est une joie normale et partagée. C'est pas ce qu'il faut vraiment maintenant craindre sans vouloir trop jouer au Cassandre, c'est l'avenir, parce que ce qu'on voit déjà en Tunisie, c'est que ces dictateurs, ce qu'ils laissent, c'est un pays exsangue. C'est derrière la joie et derrière ce que nous avons vu, aussi bien à Tunis qu'au Caire, c'est évidemment les détenus qui ont été relâchés pour semer la terreur, les milices, différentes milices en Tunisie, mais les Baltadji en Égypte, au Caire, et ça c'est assez effrayant. C'est quelque chose qui peut créer le chaos, et ça vraiment, et qui peut gâcher toute cette joie d'aujourd'hui et d'hier à Tunis et au Caire, et ce qui exige une vigilance très grande de cette population, parce qu'effectivement, il n'y a plus, c'est des pays qui n'ont plus de tête, mais heureusement. C'est quand même incroyable ce qui se passe aujourd'hui. C'est personne, encore une fois, tous les analystes qui sont venus sur ce plateau que j'ai reçu, tout le monde disait, mais l'Égypte, jamais la Tunisie, jamais. C'est quand même incroyable. On va être mieux que les services secrets américains, madame. Donc, si les Américains avec tous non, leurs mais moyens... c'est tant mieux, quelque part. Ça veut dire que même qu'il y a quand même un espoir de changement. La beauté d'une révolution, c'est sa surprise. C'est-à-dire, on ne peut pas la prévoir. Sinon, ce n'est plus une révolution. Les ingrédients étaient là. Les conditions sociales, économiques pour un volcan, pour un tsunami démocratique, étaient là. Mais il fallait, on attendait juste un déclencheur. Il fallait que M. Mohamed Bouazizi, et je pense que c'est la Tunisie qui a, en effet, encouragé, donné des ailes à tous ceux qui rêvent et qui rêvaient d'un avenir meilleur en Égypte, en Jordanie, en Syrie, en Algérie, en Libye et même dans les monarchies du Golfe. Tous pareils. Tous pareils. Donc on va peut-être voir d'autres mouvements naître, puisqu'en fait c'est la peur qui a été dépassée en Tunisie et en Égypte. La peur a changé réellement de camp, et ça on l'a vu dans les rues de Tunis. À partir du moment où Bouazizi, le Kasserine, enfin les villes où ça s'est déclenché, le centre du pays, alors ça a déferlé partout, sur tout le pays et sur Tunis, où on a vu des gens de toutes catégories. C'est ça qui était extraordinaire. Mais c'est ce qui se passe aussi au Caire. Et au Caire, c'est la même chose. C'est classe moyenne, c'est la population ou tous ceux qui étaient en protestation sociale violente, qui n'avaient pas le repas d'un jour aussi, qui sont descendus, qui sont au chômage et qui ont quand même été éduqués. C'est pas des gens qui sont de pauvres airs, etc. Ce sont une société urbanisée qui est là. Elle est démocratique, elle est mixte, elle est éduquée, elle est surtout mûre
pour demander la démocratie et les libertés. Ce qui me frappe, moi, dans les deux cas, c'est que c'est parti d'une protestation sociale à la base, mais c'est devenu des exigences strictement politiques. Exactement. Et aujourd'hui, c'est ce que les gens demandent, c'est une révolution des institutions. C'est vraiment changer les institutions. Il y a beaucoup de travail encore à parcourir, ça vous nous l'avez dit, mais c'est vrai qu'une transition démocratique ne se fait pas en un seul instant. On va encore revoir ces images car on ne s'en lasse pas donc de cette place Tahrir où il y a encore énormément de monde, où c'est la fête. Juste écoutez juste le bruit sur cette place Tahrir, un bruit de joie. Donc voilà, pour l'instant, les Égyptiens, effectivement, ne pensent pas, ils y pensent certainement, mais là, ils sont heureux d'avoir obtenu une victoire. De décompresser. Voilà, c'est ça, parce que vraiment, ça a été vraiment un combat de haute lutte. Et c'est légitime pour eux de décompresser. Néanmoins, nous qui sommes intéressés et en même temps extérieurs, on peut dire qu'il y a un passage à un moment donné du principe du plaisir, le plaisir de déboulonner la statue, d'abattre le pharaon, le tyran. Mais après, il faut construire, il faut traduire tout cela à travers des institutions et des lois. Sur cette victoire psychologique et politique énorme qu'a été le départ de Moubarak, ce n'est, je dirais, que le hors-d'œuvre de la victoire parce que la pancarte la plus répandue parmi les manifestants, vous l'avez tous vu, c'est « Le peuple exige la chute du régime ». Ils n'ont pas demandé, ce ne sont pas des fétichistes qui ont demandé le gris-gris qui est la tête de Moubarak. Non, ils veulent la fin d'un système. Ils veulent la fin, c'est-à-dire pas la fin, la disparition des individus qui l'ont incarné, qui ont en moyenne 70-75 ans. Non, ils veulent un démantèlement du système, une refonte complète de la culture politique, des lois, et à commencer par amender la Constitution. Et c'est cela que, d'un côté, nous avons un régime militaire, et militaire, on peut rappeler que l'Égypte a été créée par les militaires, puisque la République d'Égypte en 1952, qui était une monarchie, a été fabriquée, créée, engendrée par des militaires et dirigée par des militaires jusqu'à ce soir où nous parlons. Donc on a d'un côté un régime rusé qui considère que cette chute de Moubarak est une défaite dangereuse pour la suite, qui va faire tout pour sauvegarder un maximum des instances et des réflexes d'avant. Et en face, une rue bouillonnante, jeune, innocente, mais qui n'est peut-être pas assez avertie de la rouerie auquel elle peut faire face. Vous les avertissez ce soir, Slimane. On sent bien que vous êtes un petit peu inquiet pour la suite. Non, c'est parce que j'ai vécu, dans ma longue carrière de journaliste, j'ai vécu tellement ces périodes, d'abord comme d'enthousiasme, de libération. Je l'ai vu tellement de fois. Et effectivement. Alors justement, on en vient donc à la question de la place stratégique de l'Égypte au Proche-Orient. Benyamin Netanyahou, lui, mettait en avant l'Iran avec la chute du Shah, justement les risques que ça pouvait encourir pour les Égyptiens et surtout pour Israël. Car Hosni Moubarak était une pièce maîtresse des négociations, vous le savez pertinemment, et Amélie Cano nous rappelle donc cette influence de l'Égypte dans cette région du monde. La joie dans les rues de Gaza. Les drapeaux égyptiens se mêlent aux drapeaux du Hamas pour célébrer la chute d'Hosni Moubarak. Depuis plus de 2 semaines, les habitants de Gaza suivent au jour le jour les manifestations chez leurs voisins égyptiens. Et le départ du raïs ne satisfait pas que la population. Le Hamas, opposé à Moubarak, attendait lui aussi de longue date la chute du dictateur. Nous félicitons le peuple égyptien pour sa victoire, une victoire qu'il a obtenue grâce à sa fermeté et à ses sacrifices. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre en Égypte. Même scène de liesse à Ramallah, en Cisjordanie. Mais ici, pas sûr que les dirigeants voient cela d'un bon œil. L'autorité palestinienne a réprimé jusqu'ici toutes les manifestations de soutien aux Égyptiens. Car Hosni Moubarak était un allié du président Mahmoud Abbas dans sa lutte interne qui l'oppose au Hamas. Avec la chute du président égyptien, l'autorité palestinienne se retrouve aujourd'hui en difficulté. Même réaction à Tel Aviv. La chute d'Hosni Moubarak, c'était le scénario que redoutait le plus Israël.
Pour l'État hébreu, le président égyptien était le garant du traité de paix qui lie les deux pays. Aujourd'hui, ils craignent l'arrivée au pouvoir des frères musulmans. Mais surtout, Hosni Moubarak était une pièce maîtresse des négociations entre Israël et la Palestine. Avec son départ, c'est donc toute la géopolitique du Moyen-Orient qui risque de changer. Alors justement, nous sommes en ligne avec Nicolas Rosenbaum, notre correspondant à Jérusalem. Alors Nicolas, comment est vécu en Israël le départ d'Hosni Moubarak ? Eh bien, pour les Israéliens, l'Égypte n'est plus une puissance régionale et ce sont maintenant la Turquie et l'Iran qui vont combler le vide qui se crée ainsi. Et cela, bien sûr, pour Israël est réellement problématique. Alors, on peut parler de l'inquiétude en Israël depuis le début des événements en Égypte, mais une inquiétude qui a pris ce soir une nouvelle tournure avec l'annonce du départ de Moubarak. Il faut à tout prix préserver le traité de paix, proclame-t-on ici, et bien que, à la présidence du Conseil, on se refuse à tout commentaire public. Mais un haut responsable israélien le souligne, Israël espère que la démission de Moubarak ne changera en rien à ses relations pacifiques avec l'Égypte. C'est trop tôt pour en prédire les conséquences, mais nous espérons que le changement vers la démocratie en Égypte se déroulera sans violence et que l'accord de paix survivra, ajoute-t-il encore. Et alors, Israël avait tout misé sur le président Moubarak. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait exprimé ces derniers jours encore une inquiétude croissante devant les perspectives d'effacement d'un partenaire qualifié de sûr et de solide. Et pour l'ancien ambassadeur israélien en Caire, Mazel, l'armée égyptienne va diriger les affaires du pays pendant 2 ou 3 ans au moins, et cela risque de poser un grave problème pour Israël. C'est un monde nouveau et totalement inconnu pour les relations avec Israël. Merci Nicolas Rosenbaum. Et justement, les États-Unis appellent l'Égypte à honorer les accords de paix avec Israël. Et on part tout de suite donc à Ramallah rejoindre Benjamin Barth. Alors les Palestiniens laissent éclater leur joie. Ils soutiennent les Égyptiens, mais il y a quand même des petites inquiétudes. Oui, effectivement, des deux côtés, à Gaza et en Cisjordanie, la réaction dans la population est à la joie, à l'allégresse. On a vu dans les deux territoires palestiniens des scènes de joie, des manifestations, des drapeaux égyptiens brandis, etc. Mais en revanche, du côté des administrations aux manettes en Cisjordanie et à Gaza, les réactions sont très différentes. Le Hamas, lui, s'est réjoui officiellement en parlant de victoire de la révolution. Il faut savoir évidemment que le régime de Hosni Moubarak s'était toujours méfié du Hamas et au point de participer au blocus de la bande de Gaza aux côtés d'Israël en fermant le terminal de Rafah, qui est le point de passage entre la bande de Gaza et le Sinaï égyptien. Donc du côté du Hamas, une joie officielle et affirmée. En revanche, du côté de la Cisjordanie, de l'autorité palestinienne, la gêne est palpable, même plus que la gêne, l'inquiétude. Le communiqué qui est sorti des bureaux du président Mahmoud Abbas est très succinct, profil bas, à minima. Ce communiqué dit que l'autorité palestinienne forme le vœu que l'Égypte parvienne à maintenir sa stabilité, et l'autorité palestinienne se dit par ailleurs confiante dans le soutien du peuple égyptien. Donc une déclaration très sobre qui masque mal le dépit, le désarroi du président Mahmoud Abbas qui perd avec le départ du président Hosni Moubarak son principal allié, un allié face à Israël dans le processus de paix et puis un allié face au Hamas dans cette rivalité, cette guerre civile larvée qui depuis 2 ans, 3 ans déchire les territoires palestiniens. Merci Benjamin Barth, donc en direct de Ramallah, et nous partons maintenant pour le Caire où nous rejoignons donc Rémi Vincent. Il est en ligne. Alors Rémi, vous venez d'arriver au Caire. Vous nous confirmez que cette nuit sera longue, très longue pour les Égyptiens qui fêtent le départ d'Hosni Moubarak. La nuit va être très très longue car effectivement c'est toujours la même joie, les mêmes cris. Je suis ici sur le pont Kasser el-Nil, tout près de la place Tahrir, et c'est un défilé permanent de voitures. Les gens sont sur les toits des voitures, sur les pavillons. Il y a évidemment les drapeaux qui claquent au vent, et c'est surtout énormément de femmes. Les femmes sont en figure de proue, soit des femmes avec les cheveux libres au vent ou bien avec le voile, mais ce sont les femmes qui mènent un peu toute la famille qui souhaite se rendre sur la place Tahrir. Juste à côté de moi, il y a une voiture, il y a 8 personnes à l'intérieur avec enfants à 3 de front sur les genoux évidemment du père de famille qui est au volant. Donc vraiment là on a envie de vivre ce moment historique, 30 ans qu'ils étaient évidemment prisonniers en quelque sorte, les esprits en tout cas étaient prisonniers, et là tout le monde se libère.
c'est véritablement une révolution que ce peuple égyptien est en train de vivre ce soir. Merci Rémi Vincent, donc merci de nous faire vivre cette révolution, cette soirée célébrée ce soir, donc le départ d'Hosni Moubarak, place Tahrir, on revoit encore ces images, il y a eu un feu d'artifice, on sent vraiment que c'est la joie qui prédomine avec pour plus tard les inquiétudes sur la transition, on en parle beaucoup lors de cette édition spéciale donc de TV5 Monde avec ces images que vous voyez de la place Tahrir qui est toujours bondée et on se dit que déjà que l'Égypte, que le Caire vit la nuit, là ça sera d'autant plus vrai. Alors on parlait des femmes. Au début, on ne les avait pas beaucoup vues dans cette manifestation. Et puis, petit à petit, elles sont arrivées en figure de proue, comme vient de le dire Rémi Vincent. Elles ont vraiment pris part à cette révolution. Souheir Belhassem, ça ne doit pas vous étonner plus que ça. C'est normal. On les a peut-être moins vues, mais qu'à Tunis, où elles étaient effectivement porteuses, mais pas seulement les femmes, comme il dit, aux cheveux découverts, etc., mais les mères de famille, celles qui doivent tous les jours chercher le pain quotidien, trouver, elles sont sorties. De femmes voilées aussi. Oui, elles sont sorties et elles ont participé. Alors, les femmes voilées au Caire, il y en a un peu plus qu'ailleurs parce que la présence des frères musulmans est traditionnelle. Elle n'est pas nouvelle, elle existe depuis des décennies et cette organisation, ce mouvement, on peut être voilé féministe, effectivement, on peut l'être également. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que ce mouvement des frères musulmans aujourd'hui, c'est la grande question. On parlait de Mahmoud Abbas. Qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui les Américains ont été dépassés par un mouvement qu'ils ont toujours craint, où, à travers Moubarak, ils ont fait pression pour que ce mouvement n'existe pas. Alors, je vous interromps avec cette déclaration qui vient tout juste de tomber. Donc, les États-Unis qui veulent impulser un autre mouvement révolutionnaire, mais en Iran, cette fois, puisque l'Iran redoute la volonté de son peuple. Donc, déclaration de la Maison-Blanche ce soir. Une réaction par rapport à... Est-ce que l'Iran, on a vu que la révolution verte n'a pas abouti. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de voir un même mouvement reprendre et mettre à bas le gouvernement, les autorités iraniennes ? Il est tout à fait souhaitable aussi que, justement, que la jeunesse iranienne aussi, elle a déjà commencé plusieurs fois, mais il faut rappeler aussi que la révolution actuelle, en fait, ou le régime actuel, iranien, malheureusement, c'est lui qui a pris une révolution, la révolution de 1979 de Khomeini. Après, elle a été déviée un petit peu de ses premiers objectifs. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on est face à un régime religieux qui n'accepte pas la critique, qui n'hésitera pas à tirer sur la foule, ce que n'était pas le cas ni de la Tunisie ni aujourd'hui de l'Égypte. C'est pourquoi aujourd'hui les jeunes iraniens et les femmes iraniennes ont peur de sortir dans la rue. Il y a toujours des formes de contestation, soit à travers Internet, soit aussi à travers des réunions au sein de certaines familles. Le contact entre les Iraniens de l'extérieur et de l'intérieur n'a jamais été aussi vif. Donc je pense aussi que l'Iran a besoin d'un changement, a besoin de respirer, parce que ce régime-là, à mon avis, il est aussi aux abois et c'est un régime qui est contesté par la majorité des Iraniens. Mais justement, dans le cas de l'Égypte, là, il y avait les États-Unis qui étaient quand même là, présents, qui pouvaient avoir une influence sur l'armée, notamment égyptienne, qui est vraiment en étroite collaboration avec les États-Unis. Là, ce n'est pas le cas, justement, pour l'Iran. Donc, quel est pour vous le rôle des États-Unis ? Parce qu'on les a sentis. Alors, Philippe Gassot dit qu'effectivement, c'est eux qui ont commandé en sous-main ce départ. Mais pourtant, on a senti qu'il y avait quand même un vrai flottement. On avait l'impression qu'ils ne comprenaient pas trop, comme les pays occidentaux d'ailleurs, ce qui se passait en Égypte. Comment vous expliquez cette ignorance, en fait, presque ? On a vraiment l'impression de ça. Est-ce que c'est vraiment de l'ignorance, Estelle ? Je pense que, surtout au Moyen-Orient, il y a tendance à expliquer, à surdimensionner le poids des services secrets et le poids surtout de l'Amérique. Beaucoup de commentateurs proche-orientaux, je les vois sur Al Jazeera par exemple, pensent que que l'Amérique a écrit pratiquement les 25 années prochaines du monde arabe et qu'elle va tirer toutes les ficelles. Non, l'Amérique a une puissance, un ascendant colossal, énorme, mais elle ne contrôle pas tout. Et je vais vous donner quelque chose qui est un indice qui vaut presque preuve.
D'habitude, lorsqu'un État, une puissance veut amener un partenaire de moindre dimension à négocier ou à jeter du lest, qu'est-ce qu'on fait? On envoie des émissaires qui vont, dans le secret des antichambres, négocier ou même faire des pressions, voire même des menaces. Mais on veille à sauver la face et à faire les choses délicatement pour ne pas donner le mauvais exemple du suzerain qui vient donner des oukases et qui vient humilier son vassal. Tout là, il y a un sentiment anti-américain très fort en Égypte. Tout à fait. Donc j'en déduis que si les États-Unis ont été contraints de faire des pressions verbales et publiques contre le régime de Moubarak, c'est que les émissaires n'ont pas été convaincus. On le sait, Obama a envoyé 2 émissaires qui sont d'anciens ambassadeurs, dont l'un d'eux était un ami intime du président Moubarak pour l'amener à récipiscence. Ça n'a pas marché. Donc, de même qu'avec le Netanyahou, Obama a reçu un véritable camouflet sur la colonisation de Jérusalem-Est, parce que malgré ses rodomontades, Netanyahou n'a pas obéi, n'a pas obtempéré. Eh bien, Moubarak aussi, non seulement il a pu dire non, mais il a même peut-être souhaité surfer sur le sentiment anti-américain latent. Et dernier point sur le rôle de l'Amérique, les surfeurs, les internautes égyptiens qui ont joué avec Twitter et Facebook ont été pour la plupart formés aux États-Unis. Et pas plus tard qu'hier, nous avons reçu une blogueuse égyptienne ici, qui nous a raconté avoir été invitée par la Freedom House, qui est un organisme du département d'État, et dans lequel on leur a donné un séminaire sur les principes de base de la démocratie, du régime démocratique, on a vu après l'importance des plus Twitter, les techniques d'utilisation de Facebook et d'Internet. L'Amérique a indirectement joué un rôle dans la poussée technique du changement. Merci Slimane. Donc alors effectivement, on va retourner au Caire, place Tahrir, 5 heures après l'annonce du départ d'Hosni Moubarak. Nous sommes en ligne avec Moustapha El-Jandi. Vous êtes égyptien, vous êtes un ancien député de l'opposition. Alors il y a moins de 5 heures, on vous avait en ligne et vous nous témoignez, vous veniez d'apprendre donc l'annonce de ce départ. Vous aviez énormément de joie, de bonheur. C'est toujours le cas, bien sûr. Bien sûr. Là, c'est pas simplement la place Tahrir maintenant. Je viens de quitter la place Tahrir pour bouger un peu. Le Caire est devenu la place Tahrir. Même Alexandrie, toutes les villes, même les villages sont sortis. Je pense que c'est un grand jour où le peuple égyptien a senti qu'il est redevenu égyptien. Pendant si longtemps, pendant 30 ans, l'Égypte n'avait pas joué sa rôle. L'Égypte n'était pas là comme on voulait qu'elle soit là. Aujourd'hui, l'Égypte est retournée. L'Égypte, c'est ces jeunes-là qui ont 7000 ans de civilisation. L'Égypte est en train de donner un exemple pour le monde entier. Comment on peut faire une révolution blanche avec de la paix, avec des jeunes sans casser, avec des jeunes qui protégeaient le pays pendant que la police est partie. C'est eux qui ont protégé les rues, c'est eux qui ont protégé les immeubles. Je pense que cet pays a donné encore une fois un autre exemple et toute l'Égypte est en train de vivre le joie. Alors beaucoup d'espoir, beaucoup de bonheur, hein, on l'entend, hein, Moustapha El-Jandi, mais est-ce que vous n'êtes pas inquiet pour l'après? Est-ce que vous êtes confiant dans cette transition démocratique? Une révolution sans leader, ça veut dire sans politicien, ça veut dire elle est propre. La politique, elle n'est pas propre. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de créer une nouvelle chose. On a plein d'exemples de démocratie. On a à côté de nous, on a la Turquie, c'est une démocratie où il y a des élections. On a Israël, on a plein de pays. On a plein d'exemples de la démocratie. On n'a pas besoin de créer. Je pense qu'à partir de maintenant, on aura une nouvelle constitution. On est déjà en train de travailler là-dessus. Il y a plein de constitutions qui étaient présentées que Moubarak a refusées, qui partaient vers la démocratie. Et donc, je ne m'inquiète pas du tout. Vous avez envie de jouer un rôle maintenant? Vous allez revenir dans la bataille politique? Mais vous pensez que notre rôle n'a jamais arrêté? Quand vous êtes à l'opposition dans un pays comme l'Égypte où il y avait un pharaon au pouvoir,
tu laisses jamais. Le rôle est toujours là. Le rôle, c'est de continuer, de se battre, d'avoir la démocratie, de ne pas faire ce que le pharaon faisait. Alors vous êtes armateur, vous étiez au contact, vous avez beaucoup d'employés armateurs, vous organisez des croisières sur le Nil. Vous l'avez senti, oui, cette colère. Je pense que vous n'êtes pas surpris de ce qui s'est passé. Pas du tout. Je pense que c'est normal que le tourisme baisse. Je pense que c'est normal qu'on perde de l'argent. Mais ça, c'est le prix de la liberté. Et on l'a payé, c'est pas grave. Demain, ça sera mieux. Le touriste sera plus heureux en Égypte. Vous savez pourquoi? Parce que l'Égyptien sera heureux. Ça veut dire son hôte sera heureux. Je pense que les touristes qui vont venir en Égypte, les jours qui vont venir, ils vont voir l'Égyptien, le vrai Égyptien avec sa sourire. L'Égyptien qui accueille même avec très très peu chez lui à la maison, il ouvre sa maison. Ça, c'est l'Égypte que vous, les Français, vous aimez, que le monde entier aime, que le monde arabe aime. Vous savez, j'ai eu plein de téléphones qui venaient partout, de l'Algérie, de plein de pays où on avait des problèmes. Un jour, qui me dit, Mustapha, les problèmes sont partis. C'est nos leaders qui nous ont mis l'un devant l'autre. L'Égypte revient. Pas simplement pour les Égyptiens, mais pour tout le monde. Le monde a besoin de l'Égypte. Déçus, par exemple, des réactions internationales, elles sont un peu timorées pour certaines. Vous attendiez pas un soutien plus fort? Non, pas du tout. Moi, je pense que la position internationale, que ce soit l'américain, au début, elle était faible, mais à la fin, elle était très forte. Et vous, en France, à la fin, c'était aussi fort. L'Union européenne, c'était bien fort. Vous savez pourquoi ils ont tous changé? Parce qu'ils ont compris qu'après la Tunisie, après l'Égypte, on ne peut pas mettre la main. La France ne pourra pas, l'Angleterre, l'Amérique ne pourra pas mettre la main avec la main d'un homme dictature, mais ils vont mettre la main avec les peuples. Et les peuples, ça veut dire la démocratie. La démocratie, c'est le seul moyen qu'on se rapproche. La démocratie, c'est le seul moyen de se battre contre le terrorisme. C'est la démocratie. Et pour vous, donc, là, l'Égypte donne un signal fort aux autres pays. On pense aux autres pays de la région. Bien sûr que vous allez voir, quand il y a eu la révolution de 1952, qu'est-ce qu'il y a eu après? Il y a eu l'Algérie, il y a eu plein en Afrique, dans tout le monde. L'Égypte, c'est un exemple qui va être devant le monde entier, qui va être suivi. Mais croyez-moi, cette fois-ci, on a besoin tous de travailler ensemble pour que cet exemple soit un exemple parfait. Il ne sera parfait, sauf si on a demain des bonnes éducations, si on a la bonne santé, si on a une vraie démocratie. Alors travaillons tous ensemble pour que l'Égypte réussisse. Parce que si elle réussit, tous les autres qui vont passer derrière vont réussir. Et si elle échoue, je pense que le monde entier va payer. Merci beaucoup, Mustapha Al-Jandi, pour ce témoignage donc en direct du Caire. Donc l'Égypte qui pourrait donner le là, qui pourrait donner envie aux autres pays de se soulever. Écoutez, nous allons en Algérie retrouver Saïd Saadi, président du RCD, chef de file de l'opposition. Alors une grande manifestation est prévue demain à Alger. Ce qui vient de se passer en Égypte vous galvanise, on l'imagine. Immédiatement après, dans la demi-heure qui a suivi, à partir de notre siège qui est au centre-ville, des centaines de jeunes sont sortis, aussitôt rejoints par des centaines d'autres jeunes des quartiers d'Alger. La manifestation a été violemment réprimée, mais ça donne une idée de la réaction spontanée du peuple algérien devant ce qui se passe en Égypte. Nous sommes très fiers pour ce grand peuple et ça donne beaucoup de baume au cœur pour ce qui peut se produire dans toute la région. Et malgré la répression, vous allez maintenir donc cette marche demain à Alger. Vous n'avez pas peur justement de cette répression? On est un peu habitué. Vous savez, on vit sous la répression depuis 50 ans, depuis le lendemain de l'indépendance malheureusement. Je crois que la peur a changé de camp. C'est même ce déploiement de force qui a été imposé à Alger le 22 janvier et aujourd'hui témoigne plus de la panique que d'un sentiment de puissance des dirigeants. Quand on met 40 000 policiers dans la capitale de son pays, plus la fermeture de toutes les voies d'accès, plus l'encerclement des sites universitaires comme c'est en train de se faire, plus l'interdiction des trains de rentrer dans la capitale, ça ne témoigne pas de beaucoup de sérénité, mais même d'intelligence de la part du pouvoir. Oui, nous marcherons demain à Alger.
Merci beaucoup Saïd Saadi d'avoir été en direct d'Alger. Alors il est 22h05 à Paris. Si vous nous rejoignez, je vous rappelle que TV5 Monde bouscule ses programmes pour une édition spéciale. Vous le savez, l'Égypte n'a plus de raïs. Le Hosni Moubarak est parti sous la pression populaire. Et je vous propose peut-être de revivre cette journée un peu folle où tout a basculé en quelques heures. Il a fallu attendre cette intervention donc télévisée du vice-président Souleymane, qui n'est plus ce soir vice-président. Et donc, voilà, retour donc sur ces 18 jours de contestation, d'incertitude. On regarde. Non, alors donc on va retourner peut-être un point de vue sur ce qui se passe. On a parlé de la Tunisie, l'Algérie. On a entendu Saïd Saadi dire que voilà, ils étaient prêts à manifester. La donne est totalement en train de changer ce soir depuis la Tunisie. Comment vous voyez les scénarios à venir? On va faire un peu de politique fiction, mais votre avis? La joie arabe, c'est d'abord pour voir enfin l'Égypte rejoindre le monde arabe, parce que l'Égypte, depuis quelques années, elle n'est plus la locomotive dans le monde arabe en matière de politique étrangère, en matière aussi de son rayonnement dans le monde arabe, parce que l'Égypte, c'est quand même, elle a une place importante. La Tunisie, oui, le changement était comme pionnier dans la région, mais l'Égypte, c'est autre chose. Vous savez, c'est un véritable tremblement de terre, non seulement pour les puissances occidentales, mais aussi pour le monde arabe. Deuxième élément, très important, la donne change. Elle change pas seulement dans le pays du Sud, elle change dans les pays du Nord. Aujourd'hui, il y a 2 postes vacants. Il y a le poste de président égyptien, mais aussi le coprésident de l'EPM. Il faut rappeler, le président est M. Nicolas Sarkozy, le coprésident est Hosni Moubarak, d'un ensemble régional qui a été conçu justement pour répondre aux aspirations du Sud. Et ça montre un peu l'échec, le malaise de l'Union européenne à trouver la voie, à trouver une approche adéquate pour les pays du Sud. Alors justement, Nicolas Sarkozy qui a réagi, qui n'a pas été le premier à réagir, loin de là, après ce qui s'est passé en Égypte. Il salue la décision courageuse et nécessaire de Moubarak. Ses premiers mots vont vers l'allié de toujours. Ça ne vous surprend pas? Écoutez, pour Sarkozy comme pour singulièrement la France, mais toute l'Union européenne a fait preuve d'une méconnaissance et d'un retard par rapport à un monde arabe qui est en train de bouger et en pleine ébullition. Je crois qu'on a vu un continent vieilli avec des dirigeants qui n'étaient pas du tout informés de ce qui allait se passer, pour des dirigeants qui prétendaient vivre une proximité avec les pays du sud de la Méditerranée, et pour parler de l'EPM, le projet de Sarkozy qui était bloqué à propos du problème israélo-palestinien. De toute façon, ce projet était quelque chose de plaqué, mais les relations elles-mêmes, alors baser les relations sur les échanges commerciaux comme on l'avait avec l'Union européenne et le sud de la Méditerranée, ne suffit plus. Ça ne suffit plus, et c'est le résultat que nous voyons aujourd'hui. Il faut aujourd'hui ne plus être d'abord autiste, comme l'a été l'Union européenne et singulièrement la France, et surtout ne pas être aveugle par rapport à tout ce qui se passe. Parce que faire confiance à Moubarak, comme on l'a entendu, et à Ben Ali, en disant puisque l'économie marche, tout marche, et c'est le rempart contre les islamistes, c'est complètement déficient. Et obsolète, on l'a vu totalement. Alors, c'est complice. Il faut parler c'est pas d'une méconnaissance, mais d'une complicité. Et on l'a vu ça a allongé les régimes autoritaires du Sud, cette politique menée par l'Union européenne. Oui, c'était une manière, effectivement. Alors on va revenir justement sur ces 30 ans de règne d'Hosni Moubarak, portrait d'un président déchu avec Damien Coquet. 6 octobre 1981 au Caire, Anwar el-Sadat assiste à une parade militaire quand des islamistes surgissent d'un blindé et tirent sur la tribune officielle. De ces camions descend un commando de soldats. Le président égyptien est tué. Celui qui va le remplacer se trouve dans cette tribune et a été blessé à la main. C'est un ancien commandant de l'armée de l'air qui a alors 53 ans. Ici en uniforme bleu, Hosni Moubarak est déjà vice-président depuis 1975. De ce jour, il gardera une haine tenace contre l'islamisme radical. Il ne faudra pas longtemps pour qu'il endosse le costume de chef d'État. Une semaine seulement après cet attentat, Hosni Moubarak remporte l'élection présidentielle organisée à la hâte. L'état d'urgence est décrété, sans interruption depuis. C'est le début de 30 années de règne sans partage
d'un système politique verrouillé grâce à un redoutable système policier. Hosni Moubarak sera réélu à 4 reprises, 3 fois par référendum, autrement dit sans adversaire, en 1987, 93 et 99. Officiellement, le oui à Hosni Moubarak recueille plus de 80% des voix. Les associations de défense des droits de l'homme dénoncent d'immenses fraudes organisées, rien n'y fait. Le parti unique est là, l'approbation internationale aussi. Car Hosni Moubarak promet la stabilité par l'ordre et la police. Il défend aussi la performance économique en Égypte. Le Raïs part également en guerre contre les islamistes, notamment après les attentats de Luxor en 97. La Jama'a Islamiyya tue alors près de 70 personnes dans le pays. Cette condamnation plaît aux Occidentaux, en particulier aux États-Unis, qui ferment les yeux sur la question des droits de l'homme, d'autant qu'Hosni Moubarak se rend indispensable sur la scène internationale. Il est de tous les traités signés dans la région. L'Égypte est aussi le premier pays arabe à reconnaître l'État d'Israël et devient un médiateur privilégié. Toujours pas de signe de démocratisation du régime. Il faudra attendre 2005 pour les premières élections multipartites. Son véritable rival est face à des opposants terrorisés. Hosni Moubarak est réélu avec près de 90% des voix. 2008 verra les premières contestations populaires avec des émeutes de la faim à travers l'Égypte. Hosni Moubarak annonce une hausse des salaires, mais dans le même temps il arrête des centaines d'opposants. En 2010, c'est un Raïs en fin de règne, victime de problèmes de santé, qui espère encore placer son fils Gamal comme successeur. En guise de baroud d'honneur, Hosni Moubarak espère encore se présenter une dernière fois aux élections prévues à l'automne 2011. Mais en janvier et février, les milliers de manifestants du Caire et de la plupart des villes d'Égypte ne lui en laisseront pas le temps. L'ancien général de l'armée de l'air, arrivé au pouvoir 30 ans plus tôt, le quitte à l'aube de ses 83 ans. Hosni Moubarak qui serait à Sharm el-Sheikh. La nouvelle n'a pas été confirmée. On a vu un hélicoptère militaire dans la journée partir pour on ne sait où d'ailleurs, mais du Palais Royal. Donc on se dit que c'était peut-être le Raïs avec sa famille qui partait. Et on retrouve nous en direct du Caire Rémi Vincent. Alors vous êtes notre envoyé spécial. Vous nous faites vivre depuis plus d'une heure maintenant cette ambiance folle qui a donc place Tahrir, fief de cette révolution. Est-ce que vous êtes arrivé place Tahrir, Rémi Vincent ? Est-ce que Rémi est en ligne ? Je vous entends, Estelle. Vous m'avez appelé il y a une vingtaine de minutes. Vous m'entendez bien ? D'accord, vous m'avez appelé il y a une vingtaine de minutes, j'étais sur le pont Kasser El-Nir et bien 15 minutes plus tard, je suis toujours sur le pont Kasser El-Nir. J'ai fait à peu près 5 ou 6 mètres, c'est dire un peu cet embouteillage festif. Il y a donc des voitures partout, mais également les gens les uns contre les autres, épaule contre épaule, et puis on chante, et il y a ces drapeaux qui claquent au vent, et ce slogan qui est Moubarak battant, et nous restons là. C'était le slogan qui était scandé il y a ces derniers jours, et il a pris tout son sens évidemment ce soir. Le 11 février, c'est le grand soir de l'Égypte. En tout cas, il est vécu comme tel ce soir dans les rues du Caire. Et évidemment, tout le monde converge sur cette place Tahrir. J'essaye de me frayer un chemin vers cette place, mais c'est encore très difficile. Je pense y parvenir, j'espère en tout cas, d'ici la fin de notre édition spéciale, peut-être d'ici une vingtaine de minutes. Oui, la place Tahrir qui est donc venue vraiment le centre du Caire ce soir et peut-être encore pour les jours, voire les semaines à venir. Alors, on va donc revenir sur cette folle journée où on a vu Hosni Moubarak quitter le pouvoir. Alors, ce n'est pas lui qui l'a dit officiellement, on l'a dit, c'est son vice-président Souleymane qui est apparu à la télévision pour annoncer donc le départ tant demandé par les manifestants anti-Moubarak. Alors, on revient donc sur cette folle journée, ce 11 février qui restera dans l'histoire, avec Caroline Sins et Salah Agrabi. Une gigantesque liesse sur la place Tahrir au centre du Caire. Les dizaines de milliers de manifestants viennent d'apprendre la démission de Moubarak. Cela faisait 18 jours qu'ils attendaient cette nouvelle, annoncée à la télévision égyptienne par le vice-président Omar Suleiman. Au nom de Dieu, le charitable, le compatissant, mes chers concitoyens, dans les circonstances exceptionnelles que connaît le pays, le président Hosni Moubarak a décidé de démissionner et de remettre la gestion des affaires du pays au Conseil suprême des forces armées.
L'ancien président Moubarak a quitté la capitale égyptienne avec sa famille pour la ville de Sharm el-Sheikh, dans le Sinaï, peut-être dans cet hélicoptère qui décolle du palais présidentiel, alors que plusieurs milliers de manifestants entourent le bâtiment. Un départ sous la pression populaire. Plus d'1 million d'Égyptiens sont descendus dans les rues du Caire, place Tahrir, mais aussi devant le siège de la télévision nationale et dans plusieurs autres grandes villes du pays. Désormais, le pouvoir est entre les mains de l'armée. Les militaires ont promis des élections libres et transparentes et la levée de l'état d'urgence qui dure depuis près de 30 ans. Mais il n'est pas sûr que cela suffise à répondre aux attentes des centaines de milliers d'Égyptiens qui continuent à manifester leur joie, place Tahrir au Caire. Et ils continuent de manifester, ou plutôt de fêter leur victoire. Ils sont encore des centaines de milliers, voire plus, place Tahrir au Caire. Vous avez entendu il y a quelques minutes notre envoyé spécial Rémi Vincent. C'est la fête ce soir au Caire, en ce jour historique, on le rappelle. Hosni Moubarak est parti. Alors maintenant, on va voir comment les grands de ce monde ont réagi au départ d'Hosni Moubarak. Il y a des réactions plus ou moins mesurées. Celle très attendue tout de suite de Barack Obama. On écoute le président américain. L'armée a servi avec patriotisme et avec responsabilité en tant que gardien du pays. Elle aura maintenant pour tâche d'assurer une transition crédible aux yeux du peuple égyptien. Cela veut dire protéger les droits des citoyens égyptiens, lever l'état d'urgence, réviser la Constitution et d'autres lois pour faire que ce changement soit irréversible et ouvre la voie vers des élections justes et libres. Par-dessus tout, cette transition doit rassembler toutes les parties autour de la table, dans l'esprit des manifestations pacifiques et de la persévérance que les Égyptiens ont montrée. Cela ne peut que pousser ce changement vers l'avant. Alors voilà, donc Hosni Abidi reconteste, enfin vous êtes vraiment très sévère avec le président Obama, vous nous l'avez dit il y a quelques instants, mais pour vous il a été en dessous de ce qu'on attendait de lui dans cette crise égyptienne. Maintenant, parler de la transition démocratique, c'est difficile parce que si on soutient, en tout cas du côté américain, une personnalité quelconque, d'ailleurs ils l'ont fait avec Omar Suleiman, heureusement qu'il est parti avec le président, ça veut dire pousser probablement à un autre Karzai égyptien. Donc c'est très difficile, c'est délicat pour les Américains. Il ne faut surtout pas appuyer une candidature quelconque. Mais ce discours de démocratie, des élections libres, de liberté de la presse, il fallait le tenir peut-être 2 ans, 3 ans en arrière, quand vraiment l'Égyptien réclamait un changement, des réformes, même pas un changement radical, même pas le départ du Raïs, mais juste des réformes politiques. Là, l'administration américaine était aux abonnés absents, elle n'était pas seule avec toutes les autres capitales européennes, hélas. Mais George W. Bush, à un moment, rêvait à une nouvelle politique au Moyen-Orient. Il a dû rapidement abandonner. Les Américains non plus l'influence qu'ils avaient avant. Ils voulaient certainement garder un contact avec l'Égypte. Maintenant, ils vont revoir toute leur politique dans cette région du monde. Parce que le monde arabe est en train de changer fatalement. Bien sûr. Et que là, on le voit vraiment sous nos yeux et il y a une réadaptation et sinon une révolution de la façon dont les Américains et les Européens, bon, mais c'est les Américains dans la région, dans cette région arabe, l'influence de l'Égypte est centrale et elle risque de faire tache d'huile si vraiment la transition est réellement démocratique. Ce soulèvement populaire peut le laisser entendre, mais les militaires sont toujours là et les Américains ne laisseront pas une situation leur échapper, quitte à négocier des transitions avec le régime égyptien, quelles que soient les forces, et se sont toujours opposés aux frères musulmans d'une façon très dure au niveau des Américains. Aujourd'hui, il semblerait qu'ils acceptent cette situation. Comment vont-ils la gérer avec le futur? Parce que négocier avec les frères musulmans en Égypte, c'est demain peut-être, faisons de la science-fiction, négocier avec le Hamas plus loin. Et l'inquiétude, exactement, et l'inquiétude de Mahmoud Abbas est évidente. Donc, parce que dans
dans ce changement et ce bouleversement, les Palestiniens se réconciliant, on voit autre chose au Moyen-Orient. Et Israël a eu peur. La crainte d'Israël, c'est de voir des négociations se faire. Et pourquoi ne pas imaginer, tant qu'on est dans la science-fiction, que les Israéliens demain ont cette révolte contre les autorités israéliennes, cette révolte des jeunes, cette remise en question, cette lassitude d'avoir simplement, bon, c'est vrai que le régime israélien est moins autoritaire. Alors, on va juste... À propos de cette révolte, il y a un commentateur du journal israélien libéral Haaretz qui a dit « Que se passerait-il si les milliers de civils palestiniens qui sont en Cisjordanie séparés, entourés par le mur dit de séparation, se mettaient à se mobiliser il n'y a pas Facebook dans les territoires occupés, paraît-il, se mettaient à aller au pied de ce mur pour protester pacifiquement, qu'ils soient 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, jour et nuit pendant des semaines. Que feraient les autorités israéliennes ? Voilà, un effet de contagion. Mais en Syrie, Facebook, l'appel à manifester n'a pas été suivi parce que là aussi, on se doute que ce n'est pas évident. Il était confessionnel parce qu'on appelait des sunnites à manifester contre un pouvoir alaouite et ça marche pas très bien. Voilà, exactement. Dans un pays comme la Syrie où il y a quand même une mosaïque. Oui, et puis là, on a vu que dans ces révolutions, il fallait effectivement que ça soit toutes les composantes aussi, que ce soit en Tunisie ou en Égypte, que tout le monde se mette ensemble pour que il y ait assez de monde. Vous savez, on a parlé du monde arabe, mais personne n'a parlé d'Israël. Pourquoi pas Israël aussi, le prochain pays? C'est pas seulement les Palestiniens, mais les Israéliens eux-mêmes. C'est une situation inédite. Nous avons un gouvernement de droite et d'extrême droite. Donc moi, je rêve à ce que la jeunesse israélienne, les pacifistes, marchent aussi pour demander à Netanyahou, pour demander au gouvernement israélien de s'ouvrir et de négocier et d'être juste dans les droits élémentaires des Palestiniens. Ça aussi, c'est faisable. Donc 2011, l'année des révolutions. On va lancer des appels à la révolution. Finalement, oui. Maintenant, tout est possible. On l'a vu, encore une fois, avec tout ce qui se passe, et ce qui s'est passé en Tunisie, ce qui se passe aujourd'hui, là, avec ces images incroyables donc de ces manifestants place Tahrir qui ont réussi à obtenir donc le départ du Raïs. Alors, on retrouve en direct du Caire, en direct de la place Tahrir, Marwa Hussein. Vous êtes journaliste à Al-Ahran Hebdo. Alors, votre sentiment ce soir, après cette journée incroyable? Oui, aujourd'hui, c'est la fête. C'est la fête en Égypte. Il y a tout le monde. Moi, j'étais devant le palais présidentiel, en fait, lorsqu'on avait annoncé que le président s'en va. Et il y a tout le monde qui était heureux et qui était allé, tout le monde allait vers la place Tahrir. Il y avait tout le monde qui allait vers la place Tahrir aujourd'hui. Il y avait la fête. C'était difficile de marcher dans la place Tahrir. Mais dans la place Tahrir et au centre-ville, il y a plein du monde. Tu vois des familles avec des drapeaux égyptiens, beaucoup d'enfants, beaucoup de familles. Tout le monde est là pour célébrer. Alors Marwa, pendant ces 18 jours de contestation, il y a eu beaucoup d'incertitudes. On ne savait pas trop ce qui allait se passer. On se demandait quel rôle allait jouer l'armée. Est-ce qu'elle allait tirer? Est-ce qu'elle allait aller accompagner ce mouvement? Quand vous vous êtes dit, c'est bon, là, on va gagner? On savait pas. On savait pas. Aujourd'hui matin, tout le monde était enragé après le discours hier du président Moubarak, du vice-président, de l'ex-président Moubarak, disons. Et tout le monde était enragé, et tout le monde, les manifestants, il y avait des millions, sur la place Tahrir. Il y avait des groupes qui ont décidé d'aller vers le palais présidentiel. On était en route, et puis on a trouvé d'autres groupes qui nous ont accompagnés. On a trouvé d'autres groupes qui étaient déjà là, on ne savait pas. Et devant la télévision, c'était ça. Et il y avait, les gens étaient enragés. Et puis je crois que l'armée et le gouvernement l'avaient bien compris, parce que vraiment les gens ont été très mobilisés aujourd'hui. Ils ne voulaient pas de Moubarak. Justement, c'est parce que hier, ça a été le coup de trop, cette allocution de Moubarak qui refusait de partir. Là, c'en était trop pour les manifestants. On a vu affluer tout au long de la journée des milliers, le million même de manifestants. Hier, ils sont allés trop loin. Comment? Hier, ils sont allés trop loin. Le pouvoir est allé trop loin en refusant d'accepter de partir. C'est ce qui a déclenché ce dernier sursaut, enfin peut-être pas un dernier sursaut, mais ce qui a permis aujourd'hui de voir Hosni Moubarak quitter le pouvoir?
Oui, c'était trop. C'est-à-dire, les gens étaient clairs, ils ne voulaient pas de lui, ils ne voulaient pas de ce régime, ils n'avaient pas de légitimité, ils ne voulaient pas de sa constitution qu'il avait changée simplement pour donner le trône, disons, à son fils. Et les gens étaient fatigués de ça, ils voulaient qu'il s'en aille. Et il est parti, effectivement. Vous êtes inquiète un peu c'est pas le moment, mais effectivement, il y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui. Vous êtes confiante? Oui, on est un peu inquiet. Personnellement, je suis un peu inquiet. J'ai parlé à d'autres gens qui le sont également. Qu'est-ce que l'armée va faire? On ne sait pas, ils n'ont pas dit ça clairement. Ils n'ont pas dit combien de temps ils vont rester dans la rue avant de nous laisser, combien de temps, quand est-ce qu'aura lieu les nouvelles élections. Tout ça, ce sont des questions qui se posent, qui n'ont pas encore de réponse. Mais ce qui est bien, il y a des gens, bien sûr, que pour eux, c'est fini, c'est tout. Mais il y a des gens qui se demandent sur le rôle de l'armée et qui veulent absolument un état civil. Il y a des gens, surtout les gens qui passaient la nuit sur Tahrir, beaucoup d'entre eux ne veulent plus un président militaire. Et est-ce que vous pensez que les pro-Moubarak vont oser encore réapparaître ou pas du tout? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Et la bataille n'est pas tout à fait terminée. On le sait, il y a dans les institutions des gens pro-Moubarak et tout ça. On le sait, mais ils ne vont pas oser faire grande apparition. Je ne crois pas, parce que la majorité d'entre eux, vraiment, c'était des employés, ce que je crois, honnêtement, c'était des employés ou c'est pas des gens vraiment qui ont protesté, parce qu'on les a vus seulement après le deuxième discours de Moubarak, et ils ont disparu le jeudi. C'est-à-dire, on les a vus le mardi soir, et jeudi, on les a plus vus. C'est-à-dire que vous pouvez entendre des gens qui vous disent, mais allez à la maison, on va, mais on ne voyait pas de manifestations ou des rassemblements pro-Moubarak, seulement c'était ces 2 jours-là. Alors vous justement là, vous êtes avec vos amis, avec votre famille, comment ça s'est passé en fait quand vous avez entendu l'annonce à la télévision? Comment ça s'est joué? Moi j'étais devant le palais présidentiel, alors on est rentrés tous, toute une grande manif, beaucoup de foules sont allés vers Place Tahrir, tout le monde allait vers la Place Tahrir. J'ai appelé mes amis, oui, on est un peu inquiets. Bon, qu'est-ce que l'armée va faire? On ne sait pas. Mais les gens, ce qui est bien, que les gens ont eu finalement en Égypte confiance en eux-mêmes. C'est-à-dire, j'ai entendu des gens dire, ok, s'ils commencent à dire des bêtises, des choses qui ne plaisent pas, on revient dans la rue. Et que c'est notre révolution. C'est la révolution du peuple égyptien. Vraiment, tu vois tout le monde dans cette révolution, les gens avec le burqa et les gens avec les minges. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde là, tout le monde tout le monde a fait cette révolution. C'est la révolution du peuple égyptien. Et c'est le droit du peuple égyptien de décider qui va être le nouvel président. Merci. Et on veut une vraie démocratie. Merci beaucoup Marwa Hussein, merci vraiment pour ce témoignage à chaud. Vous qui êtes au Caire et qui vivez donc cette révolution, votre révolution, vous l'avez dit. Merci beaucoup Marwa Hussein d'avoir été en direct dans cette édition spéciale sur TV5 Monde. Hasni Abidi, avant de nous quitter, car vous êtes appelé ailleurs, un commentaire sur ce qui vient d'être dit? Non, mais ça va être difficile pour les Égyptiens de quitter la place Tahrir, parce que les Égyptiens, ils adorent faire la fête, et ça va être difficile pour l'armée de les déloger. Mais pour ceux qui nous regardent, surtout les non-arabophones, non seulement la place Tahrir est devenue un haut lieu de résistance, mais aussi un endroit où il y avait des slogans politiques, mais d'autres slogans. Hier, j'ai vu un poster où c'était écrit sur ce poster « Moubarak dégage, je suis un nouveau marié et j'ai pas vu mon épouse depuis 15 jours ». Et donc, c'est incroyable, c'est-à-dire comment les Égyptiens ils sont adaptés avec cette nouvelle situation, et c'est pourquoi je trouve que place Tahrir, je pense qu'elle va rentrer dans l'histoire comme vraiment un lieu de libération. Mais c'est vrai que ce qui est étonnant, c'est que il y a quelques jours seulement, on sentait une certaine exaspération des Égyptiens, parce qu'en fait les commerces ne fonctionnaient plus, il y a de moins en moins d'argent, parce que le tourisme est au ralenti, et d'un coup, d'un seul, ça repart. C'est quand même assez incroyable, non ? Quel est votre avis ? Je crois que c'était un sentiment de révolte hier. Ce que vous avez vu, c'est reparti avec le sentiment d'injustice de voir que Moubarak avait décidé de rester. Ce discours est absolument surréaliste. Quand on a fait, ça a été un défi. Vraiment, c'est un défi, c'est ça, exactement. Oui, ça a été trop, c'est ce que nous expliquait Marwa. Oui, un côté insupportable, un côté là, trop c'est trop.
Et on a vu le sentiment de révolte et de résistance repartir, mais comme une vague de fond, quoi. Comme une Deuxième vague de point fond, commun, c'est que les deux sont partis après le troisième discours. Oui, avec Ben Ali, avec le président Ben Ali. Le troisième discours, et les 2 jours, c'est des vendredis. Donc le départ de Ben Ali, c'était un vendredi, et le départ de Hosni Moubarak est un vendredi aussi. Aussi, vendredi, jour de prière, ça a joué aussi, ou alors jour de... aussi, parce que c'est vrai que ce vendredi, souvent... En Tunisie, pas un jour férié. Oui, non, mais parce que souvent, les vendredis, en Égypte, il y a eu la journée du départ, c'était il y a une semaine tout juste. Donc c'est vrai que c'était un moment quand même fort pour des rassemblements. Et là, effectivement, la journée du départ a été juste... reculé, d'une semaine, puisque aujourd'hui, Hosni Moubarak a finalement quitté le pouvoir. Alors, merci beaucoup, Hasni Abidi, d'être venu dans cette édition spéciale. On a parlé des réactions internationales. On a entendu tout à l'heure Barack Obama, qui ne nous a pas vraiment convaincus, on l'aura bien compris. On va maintenant entendre Catherine Ashton. Alors, pourquoi Catherine Ashton? Parce que souvent, on dit que, effectivement, l'Union européenne n'est pas vraiment en pointe lors d'événements aussi importants, diplomatiquement. Et là, Catherine Ashton a été vraiment une des toutes premières à réagir. On l'écoute. Je veux tout d'abord dire au peuple égyptien que je leur rends hommage pour la dignité et le calme dont ils ont fait preuve ces dernières semaines. Et je veux porter leur message de manière forte et claire. Nous disons à ceux qui sont désormais en charge de la transition qu'ils portent en eux de grands espoirs et que l'Union européenne est là pour leur apporter son soutien. Voilà donc pour cette déclaration de Catherine Ashton. Alors vous aussi, vous êtes un peu déçus par les prises de position des uns et des autres. On entendra dans quelques instants Angela Merkel qui, elle, se félicite de ce qui se passe. C'est d'une prudence extrême. On a vu les déclarations évoluer au fur et à mesure des situations, exactement comme en Tunisie. C'est pas seulement décevant, c'est que si réellement les dirigeants occidentaux ne changent pas leur vision de ce qui se passe dans ce monde arabe, je pense que très vite, ils seront dépassés. Parce que ce que nous avons vu ici n'est pas quelque chose d'ordinaire. C'est quand même des populations très mûres, très conscientes, sachant ce qu'elles veulent de façon très claire, qui ne veulent plus qu'on pense pour elles. Et qu'on ne veut plus dire l'économie quand ça marche, le politique viendra après, c'est pas ça. Ils ont inversé complètement. Alors est-ce que aujourd'hui les Européens ou les Américains sont-ils prêts à voir cela? Et moi je trouve que les Américains ont été plus réactifs en quelque sorte. Mais peut-être parce qu'ils sont surtout aussi sur la liés, justement par rapport au non, mais même sur la Tunisie, ils ont tout de suite. Oui, c'est vrai. Mais là, il n'y avait pas les liens aussi. Oui, la dignité, le courage des Tunisiens, tout de suite. Alors que bon, l'Europe était larguée. Vraiment larguée. Alors là, l'Europe essaye de faire tant bien que mal. Donc on a écouté Catherine Ashton, chef de la diplomatie européenne. On va maintenant écouter Angela Merkel, la chancelière allemande. Voilà, donc Angela Merkel qui s'est exprimée, on l'écoute. Aujourd'hui est un jour de grande joie. Nous sommes tous témoins d'un tournant historique. Et je me réjouis avec les gens en Égypte, avec les millions de gens dans les rues. Dans leurs yeux, on peut voir quelle force la liberté peut révéler. Et je souhaite aux gens de garder ce courage qu'ils ont déjà montré ces derniers jours, à plus long terme, dans une nouvelle société transformée. Je leur souhaite avant tout une société sans corruption, sans censure, sans arrestation abusive. Je demande à ceux qui portent maintenant les responsabilités qu'ils fassent en sorte que les développements en Égypte deviennent irréversibles et se déroulent de façon pacifique. Voilà, et on va encore revoir cette image incroyable de cette nuit qui n'en finit pas, donc cette nuit au Caire, place Tahrir et ailleurs où il y a beaucoup d'embouteillages. Avant de retrouver Rémi Vincent qui est peut-être arrivé place Tahrir, notre envoyé spécial. Donc Slimane, vous vouliez réagir donc à ces réactions internationales, parfois un peu timorées? Oui, surtout européennes. En fait, j'ai fait une revue de presse ce matin des grands journaux européens. Il y a deux idées intéressantes qui émergent de ce flot de journaux et de commentaires. Le premier, c'est il y a certains éditorialistes qui se disent on comprend pourquoi le radicalisme n'a pas reculé dans certains pays.
Car si les Européens et les Américains se fondent sur des régimes aussi odieux que celui de Ben Ali et celui de Moubarak, on comprend que ces régimes-là, loin de faire barrage à l'extrémisme, en sont le véritable combustible. En fait, ils le nourrissent et ils en jouent d'ailleurs. Ça, c'est la première observation. La deuxième, c'est qu'il y a l'éditorialiste du grand hebdomadaire britannique, The New Statesman, qui dit « Et si la révolte du Caire et de Tunisie vient un jour chez nous ?» Il part du principe que chez nous, en Europe, jusqu'à maintenant, Facebook nous sert à raconter nos soirées, nos vacances, alors que là-bas, ça a une fonction libératrice. Et il dit ceci, l'éditorialiste conclut son article en disant « Avec toute la lame de fond populiste qui secoue l'Europe, avec la menace d'appauvrissement des classes moyennes européennes, avec la récession et la misère qui guette et l'inégalité sociale en Europe, même mauvaises conditions de logement, cherté de la vie, et si un jour les gouvernements démocratiques européens auront à faire face à des millions de gens qui vont occuper les places de Londres, de Paris, de Berlin, de Madrid, de Lisbonne, pacifiquement. Sur ce plateau. Pacifiquement, comme là, même s'il y a eu quand même des centaines de morts et des milliers de blessés. Pacifiquement en Europe, eh bien, nos dirigeants européens ont du souci à se faire. Alors on va encore revoir cette image, ce drapeau qui est soulevé, brandi par la foule, des images qui nous parviennent donc du Caire, avec cette joie, cette liesse incroyable. Alors Rémi Vincent, on va retrouver Rémi Vincent qui essaye tant bien que mal depuis le début de cette édition spéciale, ça fait plus d'1h30 maintenant, il essaye d'atteindre donc la place Tahrir, le fief, le centre névralgique de cette révolution. Rémi Vincent, est-ce que vous êtes en ligne ? Est-ce que vous m'entendez? Et alors, que se passe-t-il autour de vous? Oui, je vous entends Estelle, et ça y est, je suis donc parvenu place Tahrir. Je me suis mise à l'écart pour que vous puissiez m'entendre. Il faut que je puisse aussi vous entendre, car il y a évidemment beaucoup de monde. Vous le voyez sur vos images, c'est des centaines de milliers de personnes. Ce qui m'a frappé là, parce que donc j'arrive place Tahrir, je sais qu'il y a quelques jours on mettait également beaucoup de temps pour parvenir à cette place centre de la révolte, parce qu'il y avait ces barrages militaires, ces barrages filtrants, et là évidemment j'ai mis plus d'1 heure pour parvenir à cette place, tout simplement parce que c'était noir de monde. C'est évidemment une toute autre ambiance, et des véhicules blindés, des véhicules militaires, je n'en ai pas vu, ou très peu, et c'est vraiment ça pour moi l'image forte de mon arrivée ici au Caire ce soir, c'est cette absence de policiers dans les rues et très peu de militaires simplement au poste névralgique autour du palais présidentiel, évidemment de la télévision d'État également, ou du Parlement, mais tout le centre est libre, et c'est cette liberté que l'on ressent évidemment quand on croise les regards, les sourires de ces femmes et de ces hommes, et surtout de ces enfants, parce que c'est aujourd'hui vraiment le grand soir, une ambiance familiale. Voilà, le grand soir, Rémi Vincent. Merci beaucoup de nous le faire vivre donc en direct sur TV5 Monde. Et vous avez pu voir effectivement le changement d'attitude, puisque vous étiez encore il y a quelques jours lors de cette contestation. Il y a une atmosphère assez lourde. On se rappelle que des journalistes avaient été agressés. Il y avait vraiment un sentiment agressés et puis arrêtés. Tout a été fait pour empêcher, pour essayer de limiter, mais et puis des militants des droits humains comme Human Rights Watch ou Amnesty qui ont été gardés. Ça a été quelque chose. Il y avait une réaction anti-étranger. Tout ce qui était étranger, à un moment donné, oui, d'agents de l'étranger, etc. Ça a été nourri aussi par la contre-révolution, enfin les pro-Moubarak qui poussaient un peu dans des éditoriaux, etc. D'ailleurs, même Moubarak l'a souligné dans son discours, en disant qu'il refusait toute ingérence étrangère. Évidemment, c'était encore... Donc ça a nourri à un moment donné, ça devenait dangereux, parce que c'était assez xénophobe. Ce qui était étonnant, c'est que ça pouvait changer... Ça pouvait basculer d'un instant à l'autre. On se souvient des 2 jours de contestation plutôt tranquilles, calmes, apaisés, et d'un coup d'un seul, des arrestations, des violences. Comment il y avait vraiment pas des milices, mais des hommes de main qui étaient payés. On a vu vraiment que le pouvoir était prêt à tout pour rester en place. Les tontons macoutes, surtout les membres du Parti national démocratique, les militants. Et effectivement, toutes les ficelles
pour dissuader la presse étrangère, y compris le recours pitoyable à la xénophobie, ont été utilisés, y compris par les médias officiels. Et finalement, ça n'a pas... Médias officiels qui sont en train de faire leur mue à vue d'œil de façon extrêmement accélérée. C'est assez fascinant de voir qu'un journal le pro-gouvernemental comme Al-Ahram avait commencé, Estelle, le jour du vendredi du départ de Moubarak, ils ont fait une une disant que des millions d'Égyptiens acclamaient Moubarak dans les rues. Il fallait oser. Pousser le surréalisme, le déni de réalité. Jusqu'à ce point, c'était assez stupéfiant. Eh bien, ce même journal, aujourd'hui, fait des unes en disant des millions d'Égyptiens demandent le changement, un changement radical, profond, sans retour en arrière. D'accord, donc chacun fait son mea culpa à voir pour changer d'avis. Alors on va revoir ces images qui nous ont marqué tout au long de cette journée, ce 11 février qui restera dans les annales, ces images de joie au Caire où on célèbre donc le départ d'Hosni Moubarak. Il y a eu des feux d'artifice, toute la population célèbre avec beaucoup de drapeaux. Il y a vraiment une fierté toujours là des Égyptiens, mais encore plus forte ce soir avec leur révolution. On a entendu les témoignages des nombreux Égyptiens qui nous ont parlé. Donc ce soir, le grand soir pour l'Égypte. Hosni Moubarak est parti. Alors juste avant cette annonce et juste après surtout cette annonce, comment les Égyptiens ont-ils vécu ce grand moment, cette annonce incroyable, ce départ d'Hosni Moubarak après 30 ans de règne? Voyez le reportage de nos partenaires Caroline Sins et Salah Agrabi. On est libre, hurle-t-il. Le Caire explose d'une joie immense. Certains ont du mal à y croire. Après 30 ans au pouvoir, Moubarak a démissionné. C'est leur victoire, celle de 18 jours de combat pacifique dans la rue. C'est la victoire du peuple, pas celle de l'armée. C'est nous qui sommes les plus forts. C'est extraordinaire, c'est le meilleur moment de toute ma vie. La volonté du peuple est la plus forte. On a confiance dans l'armée, on l'aime. Je suis si heureux, mais j'ai un peu peur du lendemain. Une liberté qu'ils étaient venus réclamer, la rage au cœur, aujourd'hui. Une journée d'incertitude où tous se demandaient comment l'armée allait réagir. L'armée, ils sont du peuple. Ce sont nos enfants, ce sont nos frères, ce sont nos parents, nos maris. Ils ne peuvent rien faire. Les militaires sont avec l'Égypte, avec le peuple. Sur la place Tahrir, cœur de la révolte, ils sont des centaines de milliers, venus de toute l'Égypte. Un seul objectif, la démission de Moubarak. Les gens sont de plus en plus excités, haineux contre les étrangers. Hosni Moubarak n'est pas un vrai Égyptien. Moubarak, c'est l'homme d'Israël, des Juifs et des Américains. Toute la journée, la pression monte. La foule encercle le siège de la télévision sous l'œil impassible des militaires. La foule envahit les rues du centre-ville. La révolution du Nil est en marche. Plus rien ne peut l'arrêter. Ce soir, un seul cri. Il a démissionné. Le Caire fête la liberté. Voilà, Hosni Moubarak a démissionné. La liberté ce soir au Caire, sur la place Tahrir. Beaucoup de manifestations de joie, comme cette scène de danse en pleine rue. Alors les rues du Caire sont toujours embouteillées, mais là c'est encore tout à fait heureuse. Et voilà. Et donc place Tahrir, noir de monde, en ce jour historique, un jour qu'on vous fait vivre depuis l'annonce du vice-président Souleymane, qui n'est plus vice-président, puisqu'on rappelle que c'est l'armée qui a pris le pouvoir. Alors je crois que nous sommes en ligne avec Alexandre Bouchanti, donc qui est au Caire. Alexandre Bouchanti, on a vécu avec vous depuis 18 jours vraiment cette contestation, cette révolution. Vous aussi, vous faites partie, vous êtes un Kairote heureux ce soir? Oui, tout à fait, je suis un Kairote heureux, mais du fait que je travaille, malheureusement, j'ai pas pu déboucher la boisson à bulles, mais je vais le faire. Quitte à être un peu léger sur les antennes, mais bon, il faut quand même faire ce qu'il faut. Oui, puis vous l'avez bien mérité, car depuis effectivement 18 jours, nous sommes constamment avec vous en liaison depuis le Caire. Alors il y a l'après qui se dessine, là aussi des inquiétudes. Vous nous avez parlé tout à l'heure d'un coup d'État soft de l'armée. Que va faire l'armée? C'est bien là toute la question.
Que va faire l'armée? J'ai l'impression qu'elle-même ne le sait pas, parce qu'elle a fait une déclaration où elle dit qu'elle est consciente de l'énormité de la tâche, elle est consciente qu'elle doit opérer des changements drastiques, mais que le Conseil examine encore les mesures nécessaires pour réaliser les espoirs du peuple. Donc une armée qui, quelque part, s'est retrouvée tout d'un coup avec le pouvoir entre les mains, un pouvoir remis par Hosni Moubarak qui semble, après avoir longtemps été l'homme qui arrivait toujours trop tard d'un coup, comme aux échecs, tout d'un coup il a compris où il était, il a décidé de partir. En tous les cas, c'est le récit que semble en faire indirectement l'armée, une armée qui lui a rendu hommage, jusqu'à présent, elle rend hommage à Hosni Moubarak, qu'elle considère comme un grand patriote et un homme qui a fait preuve d'abnégation en abandonnant le pouvoir. Alors, est-ce qu'on en sait un peu plus justement sur le départ d'Hosni Moubarak, et est-ce que la population qui vraiment, on le sent, avait vraiment une détestation d'Hosni Moubarak, de ce régime, va demander des comptes? Oui, absolument. La population va demander des comptes. Pour l'instant, elle est dans l'euphorie. Mais il est sûr que pour la population, ces 300 personnes au moins qui sont tombées durant ces 18 jours, ces milliers de blessés, c'était lui qui était le chef de l'État. Il aura beau dire « Ah, je ne savais rien ». Et puis il y a surtout aussi, aux yeux de la classe la plus défavorisée de la population égyptienne, il y a ces accusations selon lesquelles Hosni Moubarak et sa famille auraient en quelque sorte une fortune de entre 40 et 70 milliards de dollars. Ça a été sorti par le Guardian et c'est automatiquement repris. Et donc, alors qu'eux, ils trouvent à peine à manger, ils sont à moins de $2 par jour, et donc il y a une sorte de colère noire contre toutes ces années passées un peu dans la misère, alors que, à leurs yeux, Moubarak était en train d'entasser 6 millions de dollars par jour. Oui, donc une colère, effectivement, qu'on comprend. Alors, est-ce que l'opposition, alors elle s'est exprimée, Mohamed El Baradei, Amer Moussa, les frères musulmans aussi, est-ce qu'ils ont déjà donné est-ce qu'il y a des rendez-vous qui sont prévus? Est-ce qu'on est au courant de la façon dont ça va s'organiser un petit peu? Non, pas vraiment. Les frères musulmans ont applaudi l'armée. Alors, ce qui est quand même un comble, parce qu'il ne faut pas oublier qu'entre l'armée et les frères musulmans, ça a toujours été vraiment la guerre. Beaucoup de frères musulmans ont été jugés devant des cours militaires. Les frères musulmans ont toujours dit que les militaires étaient de parti pris contre eux. Il est vrai qu'en 1954, alors qu'ils étaient très amis du coup d'État et des militaires avec Nasser, quand ils avaient renversé la monarchie, les militaires s'étaient retournés contre eux et leur avaient fait subir la pire purge qu'ils aient subie. Et donc aujourd'hui, les frères musulmans, même s'ils applaudissent les militaires, je pense qu'ils doivent être un peu méfiants à l'égard de ces hommes avec lesquels ils se sont jamais entendus. Merci beaucoup Alexandre Bouchanti. Donc merci, vous étiez en direct du Caire et on va rester au Caire pour terminer cette édition spéciale donc sur TV5 Monde. Rémi Vincent, vous êtes notre envoyé spécial au Caire, vous êtes place Tahrir. Avant de nous quitter, donc dites-nous quelle est l'ambiance sur place. On voit ces images incroyables, cette foule compacte. Est-ce que vous avez pu discuter avec tous ces Égyptiens? Oui, et ce qu'ils m'ont dit, c'est que évidemment il y a ces tentes qui étaient toutes au centre même de la place pour évidemment passer toutes ces nuits, plus de 17 nuits passées sous ces tentes. Mais là ce soir c'est sûr, il y aura personne sous les tentes, personne va dormir, tout le monde va rester autour de la place. C'était ça. Parce que c'est le grand soir et de toute façon il faut le vivre jusqu'aux lueurs du jour. Là nous entendons quelques tirs, certainement des pétards ou des feux d'artifice que j'entends au-dessus de moi. C'est le symbole, c'est vraiment ça, c'est la fête jusqu'au petit matin certainement. Rémi Vincent, et on compte sur vous pour nous tenir informés tout au long des jours qui viennent, donc de cette révolte, de ce formidable mouvement qui est donc né au Caire et qui a abouti donc au départ d'Hosni Moubarak. Cette spéciale Égypte s'achève. Merci beaucoup à tous les deux d'y avoir participé. Et bien sûr, nous
Nous allons revenir sur cette révolte égyptienne et sur ce départ d'Hosni Moubarak dans nos prochaines éditions. Prochaine édition donc à 23h heure de Paris. Vous saurez tout sur ce vendredi 11 février, donc vendredi historique pour les Égyptiens, mais pour le monde entier aussi. Et pour plus d'informations, il y a aussi notre site tv5monde.com. Merci de votre attention, merci de votre fidélité.